Bonjour, bonjour. Pardon. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live Prism. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout a l'air de... Est-ce que vous allez bien? Vous fonctionner avez de du tout son? côté? Tout à fait. Voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu des bons films pour vérifier que le chat marche. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de bien Pas du en tout une salle stratégie. cette semaine? Vous avez vu des petits trucs, il me semble, je sais pas si c'est parfaitement bien ou pas. Eh bien écoute, T'as vu, moi j'ai vu Making of de Cédric Kahn, qui a sorti le procès Goldman l'an dernier, qui ne chôme pas décidément. Et qui est donc un film qui s'inscrit dans la longue lignée des films sur des tournages de films. Et disons que c'est à peu près dans la moyenne de ce genre en particulier. Hein. C'est un film relativement sympathique, mais assez peu ambitieux, qui est quand même sur la question, on va dire, d'un tournage de cinéma, etc., assez conventionnel. Il n'y a rien qu'on n'aurait pas pu projeter en tant que... Le fait que ce soit fait par des gens qui font du cinéma apporte assez peu de choses finalement. Est-ce que tu as un peu de parole? Non, vas-y, parle, puis je me débrouille. Tu nous avais parlé de Cobweb il y a quelques semaines. Et oui, Kim Ji-woon. ça tourne à Séoul. Ça tourne à Séoul, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, les films ont un point commun, un peu malencontreux, qui est de un peu tricher pour accentuer leurs effets comiques. Il y avait ce truc dans Ça tourne à Séoul, où en fait, quand on était censé voir le point de vue des caméras qui filment le film, ça devient tout de suite très compliqué. Mais quand on était censé voir le point de vue des caméras en train de faire le film, en fait, ce qu'on voyait, c'était le film déjà monté avec la musique pour que l'effet de rupture à la fin soit plus... voilà, que le comique soit un peu plus fort. Et là, il y a un peu la même chose, hein, notamment au début du film, où on commence in situ à l'intérieur du film et on se rend compte à un moment que c'était en fait un tournage de film. Mais disons que globalement, le programme du film est assez classique, hein, c'est-à-dire il y a un souci de production qui fait que le tournage est en péril. Et donc tout le monde va essayer un petit peu de voir comment redresser la barre entre le réalisateur passionné, l'acteur mégalo et le producteur démissionnaire et alcoolique qui est joué par Xavier Beauvois. Et globalement il y a des choses plutôt sympathiques dans le film, un peu l'idée que le film dans le film raconte comment des ouvriers se sont réappropriés une usine en autogestion. Et peu à peu, on va dire que la situation économique du tournage va commencer à ressembler à celle des ouvriers, donc il y a pas mal de scènes comme ça qui sont échos entre la fiction et la réalité. Mais au-delà de ça, moi, il y a un truc qui m'a intéressé, c'est, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de presque éducatif caché dans ce film sur à quoi sert le poste de script sur un tournage. Donc alors peut-être que, je sais pas si les gens dans le chat sont familiers, mais globalement on pourrait dire que c'est quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est raccord sur le film. Alors ça peut être à la fois des choses assez triviales sur vérifier que tel objet qui était dans la main droite passe pas dans la main gauche, ou des choses un peu plus complexes. Est-ce que cette réplique est cohérente avec une réplique qui est beaucoup plus tard dans le film? Est-ce que la direction de regard de cet acteur quand on tourne un plan sur lui marche quand on tourne le plan sur l'acteur qui est censé regarder, etc. Plein de choses utiles. Et il faut savoir que Cédric Kahn n'avait pas de script sur le tournage. Mais volontairement. Enfin, volontairement, notamment par choix économique, pour pas avoir un poste en plus, mais disons que parmi les postes à sacrifier, c'est peut-être pas celui-là que j'aurais pris. Et je trouve que ça se sent très fort, parce qu'il y a un côté un peu brouillon, en fait, dans ce film. Il y a plein de moments... Bon, après, peut-être que nous, on a un œil un peu plus aiguisé qui remarque ce genre de choses, mais il y a plein de moments, notamment dans la scène qu'on voit dans la bande-annonce, là, qui est un peu la scène élément perturbateur, où les producteurs annoncent qu'il n'y a plus d'argent, etc. On sent que dès qu'il y a plus de 3 personnages, la mise en scène devient complètement larguée, c'est-à-dire qu'il y a des plans sur tous les personnages en même temps, il n'y a aucun axe qui marche avec les autres, il y a beaucoup de répliques qui se sont faites de façon un peu grossière, un peu synchro, parce qu'on sent que sur le tournage, il ne devait pas avoir le bon plan sur le bon personnage. Il y a pas mal de choses qui sont un peu forcées, typiquement Emmanuel Berco joue... alors je sais plus exactement, on va dire, je pense que c'est la directrice de production du film, et au début elle reçoit un coup de téléphone du producteur, donc elle est avec Denis Podalides qui joue le réal, et elle dit tiens, notre producteur, voilà, et ce genre de truc un peu de béquille, on va dire, il y en a quand même pas mal dans le film, et donc c'est un film assez curieux, parce que il y a un côté presque... un peu brouillon, quoi. On a l'impression que le film aurait pu être vraiment mieux, mais c'est pas trop donné la peine, quoi. Il y a plein de gags, il y a un truc en particulier. Après, j'aurais peut-être que le film n'est pas non plus un réservoir d'idées de cinéma, mais il y a un moment à la fin, plan extrêmement basique, c'est-à-dire le producteur qui est un petit peu comme ça, chancelant, arrive du fond du plan, et voilà, c'est un peu burlesque de base, plan large, et lui un rire comme ça un peu titubant. Même ça en fait le film ne réussit pas juste parce que la caméra tremblote un peu, on sent que le plan est pas très bien trouvé, enfin il y a un côté en fait
pourquoi vous n'avez pas juste pris le temps de vraiment faire bien le plan ou bien cette réplique-là. Et un peu pendant tout le film, il y a cette espèce d'esprit de bon, ça passe, quoi. Mais c'est pas... c'est un film un peu bizarre, et je pense que voilà, c'est notamment dû à l'absence de script, qui est quand même un choix curieux sur le tournage. Mais je me demande si ce genre de film vraiment intéresse le grand public, parce qu'au-delà de l'intérêt, disons, pour le fonctionnement d'un tournage, les différentes histoires qui peuvent naître, mais l'exemple par excellence serait sans doute la nuit américaine de Truffaut de 73, je crois. Mais je sais pas si c'est vraiment c'est encore des produits qui intéressent les gens, parce que ça fait un petit peu des cinéastes filment leur propre métier, enfin c'est en cercle fermé sur eux-mêmes. L'entre-soi, je ne sais pas si vraiment encore aujourd'hui c'est quelque chose qui attire au-delà de quelques films. On sait que couper, parce qu'il y a quand même toute une série. Oui, c'est vrai que justement Cobweb, ça tourne assez, mais le coupé de Michel Hazanavicius, il y a tout un tas de films. Bien sûr, bon, c'est pas une spécificité d'aujourd'hui, mais donc ça continue. Mais voilà, bon, plutôt en demi-teinte pour ma part. Et donc toi Mathieu, tu avais un autre film, un film italien. J'avais envie de parler d'italien. Ouais, je crois que t'adores l'Italie, non? Ouais, j'ai un fanatique de la Transalpie. J'avais envie de parler de Moi Capitaine de Matteo Garonne, film qui a peu fait débat, mais qui était surtout assez critiqué, disons. Oui, c'est vrai que la réception française est bien, plutôt mauvaise, et donc j'y allais un peu à reculons en disant, parce que le film raconte l'histoire de deux jeunes Sénégalais qui partent en fait pour l'Europe et donc traversent voilà tous les déboires et les problèmes que pose pour les migrants la traversée notamment du désert, l'arrivée en Libye et ensuite la traversée de la mer Méditerranée. Donc c'est un film qui revient sur le problème de la migration contemporaine et surtout les difficultés que se posent pour ces hommes et ces femmes qui affrontent donc des catastrophes et des drames humains extrêmement importants. C'est un film donc fait par un Italien. On sait que l'Italie est quand même le pays en Europe le plus confronté directement par la migration et ça pose des problèmes à tous les niveaux en termes de cohabitation. Et les populations du sud de l'Italie deviennent de plus en plus racistes à cause de l'arrivée quand même massive des migrants. Donc Matteo Garonne, réalisateur notamment de films comme Gomorrah ou comme Dogman, c'est les deux films qui l'ont. Il a fait un Pinocchio aussi. Il a fait un Pinocchio, il a fait un film qui s'appelle Le Conte des Contes. Enfin voilà, c'est un habitué aussi du Festival de Cannes, Matteo Garonne. Et donc là, il a décidé de faire un film assez courageux, assez gênant, il faut quand même le dire. C'est un film, disons, que j'abordais avec beaucoup de crainte, parce que je m'attendais un peu à une sorte de film très, soit misérabiliste, soit un petit peu embarrassant, qui cherche à faire un grand spectacle quand même de ce qui est actuellement en 2024, mais depuis 15 ans, il y a quand même une tragédie absolue. Et contre toute attente, bien qu'il y ait évidemment des problèmes et des scènes qui sont au minimum complètement ratées, c'est un film qui en fait a, je trouve, un intérêt certain, notamment pour la description en fait qu'il fait du système migratoire. Il présente vraiment, c'est donc un Italien qui fait le film, et Italien qui avait déjà fait des films sur la mafia, il présente réellement, disons, la structure d'oppression qui frappe ces migrants, notamment les deux personnages principaux du film qui sont des jeunes garçons. On voit à l'instant à l'écran, quand la bande-annonce ne fait plus de saut. C'est un système mafieux en fait qui les enferme, et le film décrit parfaitement, en tout cas, moi j'ai aucune connaissance précise en la matière, mais il me semble décrire avec justesse au moins la mécanique de la corruption, notamment des forces de police, des forces de sécurité qui contrôlent les frontières, puisque les personnages partent du Sénégal et arrivent donc jusqu'en Italie. Et le film avec beaucoup je trouve, de droiture. Je ne mets pas de côté quand même les problèmes du film, sur lesquels je ne vais pas revenir, parce que ce qui compte quand même, c'est à mon avis d'abord de le voir, mais il arrive à raconter la violence de la traversée, et très loin un peu de ce que beaucoup de gens ont dit sur l'espèce de miracle, de faux espoir. Beaucoup de gens ont parlé du film comme une sorte de conte de fées, où on suit deux jeunes dans leur road movie à travers l'Afrique du Nord et la mer Méditerranée. Il y a un peu ça au début du film, et c'est franchement dérangeant, mais surtout par problème moral, disons. Et en fait, le film est plus complexe, à mon avis, et mérite, je pense, d'être vu pour certains points. Et puis, c'est quand même, je trouve, un film qui a l'honneur de proposer une fiction, donc quand même ouvert, disons, à un public très très large, et qui traite de quelque chose d'extrêmement brûlant et qui nous concerne tous aujourd'hui. Donc voilà, moi je
je me positionnerai de façon un peu plus modérée vis-à-vis du film par rapport à ce que toute la critique a dit. Globalement, c'est un film qui a été attaqué. Et je crois qu'il mérite un peu plus que ce regard donc condescendant et disons, globalement, les critiques qu'on lui adresse, c'est celle de l'impossibilité de faire du spectacle d'un drame, quoi. Et je trouve que le film là-dessus n'est pas à rejeter en bloc. Voilà. Est-ce que tu as vu les autres films de Matthew Garland? Non, malheureusement, j'ai pas vu Gomorrah, qui est sans doute son film le plus important. Enfin, j'ai vu quand même Dogman. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, vous, j'avais vu Dogman. Vous avez vu Dogman, t'avais bien aimé ou c'est sans plus? Pas passionné non plus, mais D'accord. il y a des choses intéressantes. Dogman, c'est un film que moi j'avais plutôt bien aimé. C'était un film donc, de, je sais pas, 2018, je dirais. Ouais, c'est ça. Qui pareil, abordait disons, la condition misérable dans le sud de l'Italie. Je crois que le film se passait dans une province, enfin, dans un quartier périphérique de Naples, enfin en tout cas d'une ville du sud. Et on suivait voilà, le personnage d'un homme extrêmement gentil qui, pour des raisons de conditions sociales et en fait de délinquance, disons, endémique à certains lieux, finissait par tomber dans la violence et dans une spirale de mal. Et c'est un cinéaste qui prête vraiment attention disons, aux forces économiques d'aujourd'hui, à la réalité sociale. Moi, je pense que, parce que beaucoup de critiques sur le film, en fait, se concentraient sur le dernier acte qui est la traversée donc, de la Méditerranée, et reprochaient au film en fait, de ne pas proposer de scène où les migrants meurent, quoi. Et reprocher au film que presque la traversée soit, entre guillemets, un succès puisque personne n'est mort. Et je me disais que sans doute les mêmes personnes, enfin, je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus, mais je suis sûr que les mêmes personnes auraient dit, en cas de drame où tous les passagers du bateau mourraient dans un naufrage, mais quelle abjection, quel film misérabiliste, on fait du spectacle sur la souffrance des gens. Enfin, je me méfie un peu de ce genre d'argument. Il me semble que le film donne un peu l'impression, c'est vrai au départ, de chercher une sorte de, pas de célébration, mais bien il y a un effet, il y a des plans au drone, il y a de la musique un peu rock, on a l'impression de voir Thelma et Louise chez Megan. Ça c'est très bizarre, mais ensuite le film n'occulte absolument pas la violence qui va frapper progressivement et de plus en plus voilà, les personnes qui se lancent dans cette traversée. Donc je crois que le film vaut plus que ce qu'on a bien voulu en dire jusqu'ici, en tout cas dans les quelques papiers que j'ai lus. Voilà. Ok. Très bien. Eh bien, moi, Capitaine, donc film de Matteo Garonne, qui est sorti il y a quand même un petit moment. Ouais, pendant le mois de décembre, décembre, je crois. Un petit mois, je pense. Ouais. Allez, Et alors, petit film qui n'a rien à voir. Ah, ça part un peu moins. Une petite curiosité dont je voulais parler, un peu pour rentabiliser le temps que j'avais passé devant. Non, pas que, mais ça commence hyper bien. Non, en fait, peut-être, ne le savez-vous pas, mais John Woo, célèbre cinéaste hongkongais, qui a fait notamment Mission Impossible 2, c'est un peu ça qui est aux États-Unis le plus connu, je pense. Ouais, enfin qui a fait Volte-Face aussi. Qui a fait Volte-Face, donc avec Nicolas Cage. Et puis qui a fait plein de films d'action incroyables à Hong Kong avant ça, comme The Killer ou À toute épreuve, voilà, le syndicat du crime, tout un tas de films. Et en fait, John Woo est toujours actif, même s'il commence à être très vieux et apparemment assez diminué physiquement. Mais il a sorti un film toute fin 2023 qui est sorti sur Amazon Prime, et qui est donc le film dont vous voyez la bande-annonce, qui s'appelle Silent Night. Et le titre a deux justifications qui sont que, d'une part, ça se passe à Noël, et de l'autre... donc c'est une Deadly Night aussi. C'est une Deadly Night, c'est presque plus une Deadly Night d'ailleurs, mais l'autre c'est Silent parce qu'en fait il y a une sorte un peu de pari qui rend ce film, on va dire, un peu curieux, même si dans l'ensemble c'est une sorte de film d'action très moyen, plutôt raté, mais c'est que c'est un film quasiment sans aucun dialogue. En fait le pitch c'est un père de famille bien sous ton rapport qui joue... à Noël avec son fils. Son fils est atteint par une balle perdue d'une guerre de gang et lui est touché à la gorge et donc ne peut plus parler, et il se donne 1 an pour devenir John Wick en gros et se venger et tuer les vilains mexicains, bien sûr, comme dans tous les films américains. Et donc il y a cette espèce d'argument comme ça qui fait que lui ne peut pas parler, et ça justifie que voilà, il n'y a pas vraiment de dialogue, on va dire, pendant tout le film. Alors sur le papier c'est assez intriguant parce qu'il y a un peu l'idée que ce serait le terrain un petit peu d'une sorte de film d'action presque pur, quoi, qui se débarrasse de tout ce qui n'est pas du mouvement, des gestes, etc., des chorégraphies. Donc ça c'était assez alléchant sur le papier. Alors dans les faits, c'est un pari qui est très bizarrement rempli par le film, parce qu'il est obligé de trouver tout un tas de parades, c'est-à-dire les personnages qui se parlent par SMS interposés alors qu'ils sont dans la même maison, ou
des fois des personnages qui lâchent des petits bouts de mots, etc. De l'autre côté, pour ne pas transiger non plus totalement à cette règle, il y a énormément de scènes où on sent que c'est pas du tout naturel qu'aucun des personnages soit en train de dire quoi que ce soit. Mais je dirais que par instant, on devine un peu ce qu'aurait pu être le film, c'est-à-dire peut-être presque un enchaînement de pure surface comme ça, animé, notamment toute la première partie qui est sur un peu le deuil de ce personnage, etc. Donc il y a plein de plans où on passe de la réalité morne à des flashbacks comme ça en un seul plan, d'un coup la lumière devient dorée. Voilà. Après le film est en fait rattrapé en permanence par sa mièvrerie absolue, et il y a là-dessus des choses, je vais vous montrer des screenshots un jour, mais assez osés. Vraiment, c'est vraiment voilà, on joue avec l'enfant à Noël, soleil couchant, lumière dorée, on lui apprend à faire l'avion, etc. Et là il se prend une balle, etc. C'est vraiment, disons, exactement l'horrible film de mièvre que vous pouvez imaginer. Et je sauve juste un raccord qui vaut presque pour l'existence du film. Donc il y a toute cette idée que lui va un peu essayer de faire son deuil en devenant une machine à tuer qui va pouvoir se venger. Sa femme, évidemment, pareil que les Mexicains, a le beau rôle dans le film et est juste éplorée pendant toute la première partie, elle n'arrive plus à parler à son mari. Mais il y a un plan quand même qui joue un petit peu leurs deux façons de vivre le deuil, enfin plutôt un raccord, où elle, il y a un gros plan sur son visage, une larme coule de sa joue, et au moment où la larme tombe de sa joue, il y a un cut, et il y a une sorte de raccord visuel avec une munition qui tombe d'une arme du personnage principal. Ça, c'est un des rares moments, pour le coup, cette espèce un peu de poème visuel ou de film d'action pur apparaît. Voilà, globalement, il y a peut-être une ou deux séquences à sauver, mais c'est un film assez... peut-être plus que moyen, assez raté, et surtout qui est en fait... aisément rattrapé, ringardisé par les films qui aujourd'hui se sont inspirés de John Woo à l'origine, c'est-à-dire John Wick, c'est vraiment l'exemple, on va dire, évident. Jusque dans le titre. Jusque non, je pense pas. Et dans le titre. Ah, John Wick, John Woo, c'est pas si loin. Ah oui, peut-être que John Wick vient de là. Mais effectivement, il y a une séquence qui est pas trop mal, qui est une sorte de faux plan séquence où le personnage doit remonter une série d'escaliers comme ça et abattre à chaque fois les adversaires. Mais disons qu'il serait intéressant si elle n'avait pas été revisitée 1 million de fois dans, je sais pas, Spectre a fait ça, Atomic Blonde a fait ça, c'est devenu presque une sorte de poncif, le plan séquence dans les escaliers, le film de baston. Voilà, donc c'est à mon tour de faire un raccord, petit cut raccord dans le mouvement comme ça. Bah oui, j'ai envie de passer comme ça avec un brut cut au film d'après. Voilà. D'accord. C'est pas du tout. Vas-y, je t'en prie. Pas du tout le même rapport. Pas du tout, bien sûr. Très bien. Et le film d'après, c'est donc le premier film d'aujourd'hui. On a peut-être deux films assez différents. Assez distincts. L'un est un film américain réalisé par un grec. L'autre est un film chinois réalisé par un chinois, donc pour le moment. Chinois à 100%. Financé quand même par des Français, des Néerlandais. Financé par des Français. Mais d'ailleurs, le film d'un réalisateur grec est filmé en Hongrie en plus, donc on ouais, voyage un peu comme ça dans le. Puisque tu veux nous parler, Loïc, un peu de Pauvre créature, qui est le nouveau film de Yorgos Lanthimos, qui a fait un peu sensation dans la presse récemment. Bah oui, pas mal de gens parlent de Pauvre créature. L'encodeur est en surcharge, voyons, mon cher. Que t'arrive-t-il ? Il va survivre. Il va survivre. Oui. Bon, allez, je vais lui. Voilà. Tu veux laisser les donc, Yorgos Lanthimos, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de lui, ont commencé à un peu voir ses films. Je pense que c'est surtout à partir de The Lobster que les gens ont remarqué le cinéaste parce qu'il est arrivé à Cannes. Mais en fait, donc, c'est un cinéaste grec qui a commencé à travailler dans les années 90, mais qui travaillait en tant que tic-tac-toc. Attends, parce que... Est-ce que la résolution du stream est pas un peu trop élevée? Non, ça devrait aller normalement, parce qu'on avait ça avant. Mais bon, au pire, c'est pas grave. Donc, Yorgos Lanthimos, c'est un cinéaste grec qui a commencé à travailler dans les années 90, mais au départ, donc pas en tant que cinéaste, parce que son premier film date de 2005, c'est Kineta. Mais en fait, il commence dans les années 90 en filmant des représentations de danse. C'est le début de son parcours. Il va filmer des travaux de chorégraphe, il va filmer des spectacles, dont un nom de chorégraphe grec que j'ai noté, parce que je savais que je l'oublierais, qui est évidemment Dimitris Papaioannou. D'accord. Qui est donc, il se trouve que ce fameux chorégraphe viendra ensuite à chorégraphier l'introduction des JO olympiques à Athènes en 2004, donc quand même pas n'importe qui. Et ce bon monsieur inspire manifestement beaucoup Yorgos Lanthimos dans son travail, parce que c'est un cinéaste qui travaille beaucoup autour du corps. Il y a quasiment dans tous ses films une scène de danse. Il y a toujours un travail autour de comment est-ce que le corps va se déplacer dans l'espace,
Même, il va beaucoup jouer avec les courtes focales et de façon à créer des sensations de mouvement beaucoup plus amples. Et donc, Kineta en 2005, Canine en 2009 ou 10, Alps en 2012, et à partir de là, il bascule aux États-Unis. Il enchaîne The Lobster en 2015, La mise à mort du cerf sacré 2017, La Favorite 2018, et finalement Pauvre créature qui sort donc en 2023 aux États-Unis. Donc on voit clairement que le bonhomme a fait son chemin aux États-Unis. Il a commencé en Grèce, maintenant il est très, très bien établi. De toute façon, dès son passage aux États-Unis, il a un super casting. Dans The Lobster, il y a Colin Farrell, Léa Seydoux, Rachel Weisz, Olivia Colman, John C. Reilly, tout à fait. Et il a un peu ce travail avec ses comédiens. Quasiment tous ses acteurs reviennent dans sa filmographie, quoi. Rachel Weisz, elle est là 2 fois. Emma Stone, qu'on avait déjà vu, Olivia Colman, Colin Farrell, donc. Donc on dirait bien que c'est une petite famille qui aime bien travailler entre elles. C'est le même chef-op d'ailleurs depuis un moment, Robbie Ryan, qui fait aussi les films de Andrea Arnold, typiquement American Honey, Fish Tank, ou des films de, comment il s'appelle, c'est Ken Loach. Voilà, donc rien à voir, vraiment voyage du chef-op qui fait des films hyper funky et des films très réalistes, très ancrés. Donc ici, Pauvre créature nous arrive avec Emma Stone, Mark Ruffalo, et c'est une sorte de... C'est plutôt dans la deuxième catégorie pour Robbie Ryan. Oui, tout à fait. Et donc, je sais pas si les gens l'ont vu, si vous êtes allé le voir, parce qu'il est sorti ce mercredi, mais c'est un film assez surprenant. Déjà, j'ai plus souvenir du nom du livre qu'il adapte, mais c'est pas une adaptation de Frankenstein, mais une sorte de... déjà un autre livre qui a été écrit à propos de cette histoire, qui est une sorte de mélange comme ça, donc de l'histoire de Frankenstein avec une créature, avec un scientifique qui l'a créé, qui se considère un peu comme un dieu. Et il y a aussi par-ci par-là des éléments de la biographie de Mary Shelley qui s'infiltrent. Typiquement, le nom du savant fou dans Pauvre créature, donc Godwin, c'est le nom du père de Mary Shelley. Et il y a des événements comme ça, d'autres personnages, même son rapport à l'Éros, parce que Mary Shelley et son amant, avec qui elle est aussi partie faire un tour en Europe, étaient connus pour aimer coucher, quoi. La chair. Voilà, pour leur amour pour la chair. Et aussi, Mary Shelley a pour mère la première écrivaine féministe de l'histoire, ou en tout cas qu'on reconnaît comme étant la première... Qui est une dimension non négligeable de Pauvre créature. Voilà, tout à fait. Donc il y a beaucoup de ces choses-là qui se mélangent, sans que ce soit non plus purement une sorte de biographie du tout, c'est vraiment plus des éléments dispersés par-ci par-là. Donc de quoi parle le film grossièrement? C'est l'histoire d'une femme donc, qui est interprétée par Emma Stone, qui commence par se suicider. Donc l'histoire commence par la mort, et le scientifique, donc Godwin, joué par Willem Dafoe, va tomber sur son corps, qui est donc inerte, mais qui porte encore un enfant qui, lui, n'est pas mort. Donc il va décider presque dans une sorte de geste éthique, mais moralement bizarre, de faire survivre l'enfant et la mère en fusionnant les deux, quoi, en prenant l'enfant, le cerveau de l'enfant, et en le mettant dans la tête de la mère. Je sais que vous avez pas trop aimé, je crois. C'est vrai, tu veux commencer? Vas-y Mathieu, vas-y. Non, vas-y, Clément. C'est effectivement, comme tu l'as décrit, en fait, la première déception en ce qui me concerne autour de ce film, alors je connais pas très bien Lanthimos, j'ai rattrapé The Lobster avant celui-ci, c'est, on va dire, sur un peu globalement le parcours général de l'héroïne, quoi, qui est, comme tu l'as dit, elle est créée donc, comme ça par ce savant, elle vit au début enfermée un petit peu à huis clos dans une grande maison avec lui, et un jour elle est enlevée avec son assentiment par le personnage de Mark Ruffalo, une sorte un peu de Don Juan un peu ridicule, et comme ça elle va un peu découvrir la vie, et voilà, le film on va dire, trace un peu son parcours initiatique, qui d'ailleurs a fini par revenir on va dire, là où elle a commencé, mais en ayant elle complètement changé, en étant devenue comme ça on va dire une personne à part entière, si on peut dire. Et globalement, pour moi, le sentiment qui a quand même dominé pendant la séance, c'est une forme d'ennui, parce que j'ai l'impression que ce parcours, le parcours de ce personnage féminin me semble extrêmement conventionnel, balisé, et peut-être un petit peu superficiel. En fait, il y a un peu des gens qui faisaient des blagues en comparant Pauvre créature à Barbie, et
en toute honnêteté, c'est pas si éloigné au sens où on va dire qu'il y a tout un tas un petit peu de passages obligés et le film est comment dire, un peu lourdeau là-dessus, c'est-à-dire la découverte du corps, la découverte d'une conscience politique, etc. À chaque fois servi par des dialogues qui appuient un petit peu ce que le personnage est en train de découvrir. J'ai encore grand souvenir du moment où une prostituée lui propose de découvrir le socialisme d'un coup comme ça. Vous pourrez aussi revenir rapidement sur ce que vous pensez de The Lobster. Eh bien, écoute, avec plaisir, parce que justement, je comptais faire un petit parallèle, entre les deux. D'ailleurs, non, mais juste pour un peu tenir les gens en haleine, après donc cette discussion sur Pauvres créatures, je ferai un petit retour à peu près horizontal sur le cinéma de Lanthimos et sur son travail autour du corps. Voilà. Horizontal. Un tour horizontal, c'est pas mal. Et non, et en fait, une des choses aussi qui, moi, me déplaît, alors, dans ce film-là un petit peu, mais je pense que dans le style Lanthimos en particulier, enfin en général plutôt, c'est une forme un peu de... Moi j'ai un peu du mal avec la forme un peu de distance critique qu'il établit entre lui et ses personnages. Dans The Lobster, ça m'a vraiment frappé, puisque presque tout le dispositif du film raconte ça, c'est-à-dire on prend une série d'individus différents, on les place dans un environnement en isolation et en isolement, et on observe un petit peu leur comportement. Parce que dans le film, c'est une histoire où les célibataires doivent réussir à reconquérir quelqu'un et se mettre en couple, sinon ils sont transformés en animaux, pour faire The Lobster Express. Et dès le début du film, il y a un peu tout un tas d'éléments comme ça de distanciation, le fait de filmer de loin les personnages plutôt que de partager un petit peu leur espace, l'utilisation d'une voix off un peu surplombante qui va paraphraser ou un petit peu réduire, amoindrir ce qu'on voit faire les personnages. L'idée de, par exemple, voir les personnages qui parlent avec une musique par-dessus qui couvre leurs paroles. Donc il y a tout un tas en fait, comme ça, d'artifices qui génèrent une sorte de froideur. Hein. The Lobster, on peut dire que c'est un film quand même assez froid. Mais tous ces films, surtout ces films grecs, et encore The Lobster, et surtout La mise à mort du cerf sacré, sont quand même dans une grande froideur. The Favourite se réchauffe déjà, mais même en termes de lumière, on est beaucoup plus sur des teintes orangées, alors qu'avant c'est du blanc quasi clinique, quoi. Mais tout à fait, ce qui est intéressant, c'est que même si on va dire les procédés changent, moi je retrouve quand même cet élément-là dans Pauvres créatures, parce qu'il y a un peu, c'est un peu quand même cette sensation que finalement Lanthimos accepte une part un peu de facticité de l'univers qui met en scène. Il y a toutes un peu ces découvertes avec des panoramas numériques où on sent qu'ils jouent une sorte un peu de fausseté, hein, tout simplement. On retrouve aussi d'ailleurs, je trouve, dans le jeu des comédiens avec plus ou moins de succès. Mais là, ça passe aussi par un autre procédé qui est cette utilisation du grand angle qui s'est affirmé sur ces derniers films. Alors, je ne sais pas si c'est La Favorite ou le premier où il a vraiment employé à ce point-là, de façon aussi. Donc le grand angle, hein, c'est tout simplement ces plans que vous voyez dans la bande-annonce où on a l'impression que l'espace commence à être déformé. Et là, il le pousse, je crois que c'était aussi le cas dans le film d'avant, mais jusqu'à certains plans où on a un vignettage, c'est-à-dire l'image presque arrondie, presque en boule au milieu de l'écran, et un pourtour noir autour, comme si on regardait à travers un Judas, ce qui est une image pas anodine pour comprendre un peu le positionnement de Lanthimos par rapport à ces sujets. Et moi j'ai plutôt tendance à trouver que ça dessert un petit peu le film, parce que c'est un conte initiatique, mais finalement on est un peu sans cesse renvoyé à la partie factice de ce conte. Et d'autant plus, alors là on n'est pas exactement d'accord, mais c'est intéressant parce que ça rejoint ce dont tu vas parler après. Mais moi j'ai l'impression que ça dessert un petit peu ce qui aurait pu être une dimension assez sympathique du film, c'est une sorte de jeu un petit peu burlesque, tout simplement puisque le personnage de Bella, Emma Stone, a le corps un petit peu, doit en fait apprendre à utiliser son corps, et donc a au début une gestuelle extrêmement hachée, brutale, etc., qui occasionne quelques scènes un petit peu comiques. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose que je sens pas très bien entre le fait qu'elle se déplace comme ça de façon, on va dire, je sais pas, anormale ou un petit peu burlesque, et le fait que finalement tout ça est filmé un petit peu à distance, comme s'il y avait une sorte un peu de second degré qui je trouve fonctionne assez mal avec cet enjeu situé autour du corps. Là, j'ai peur de rentrer dans une diatribe, donc peut-être que tu as envie de donner ton avis d'abord, ou est-ce que justement tu veux que j'apporte un point opposé à celui Non, vas-y, je t'en prie, si tu veux, mais parce que je partage totalement ce que tu viens de dire, Clément, donc j'aurais pas grand-chose à rajouter, donc éventuellement on relance la discussion de côté positif. On peut peut-être dire que tu n'as pas adoré le film non plus. Voilà, non, j'ai pas adoré le film parce que, mais en fait, plus j'y pense,
En fait, j'ai peur d'être dans un endroit où je justifie les erreurs du film par des volontés artistiques qui ne sont peut-être pas celles du film. En tout cas, celles que j'ai l'impression d'y trouver, c'est parce qu'en fait, c'est des traits qui rejoignent tout le temps la carrière de Lanthimos, c'est-à-dire l'émancipation des femmes et surtout l'essayer de sortir de carcans de sociétés imposées qui sont réducteurs. Typiquement dans Canine, qui est son film de 2009, qui pour moi est un de ses meilleurs, où on a vraiment cette idée-là le pitch du film brièvement, c'est des enfants qui sont éduqués dans une maison par leurs enfants, par leurs parents, pardon, bien sûr, des enfants éduqués par les parents, et la maison est en autarcie du monde, c'est-à-dire que les parents cachent le reste du monde aux enfants et les éduquent de façon totalement biaisée, sans leur apprendre par exemple des vrais mots. Les animaux ne sont pas la bienvenue. Dès qu'il y a un avion qui passe dans le ciel, ils justifient en envoyant un petit jouet dans le jardin en disant non mais regarde c'est juste ça qui vient de tomber, le monde extérieur n'existe pas. Et donc son idée à lui c'est de sortir de ces carcans, de ces idées imposées sur les corps par l'émancipation, et généralement donc ça passe par les mouvements, par la danse par exemple. Ici dans Pauvre créature, il y a ce mouvement là qui est, à mon avis, l'idée du film, de présenter un monde très burlesque, un peu Terry Gilliam, très surprenant, très baroque, et dans lequel évoluent des gens très calfeutrés, très contrôlés dans leurs mouvements. Et donc finalement, ce que ça crée, c'est que les personnages de Bella Baxter, de Godwin, donc son père, semblent plus appartenir à leur environnement de façon naturelle qu'en fait tous les autres personnages qui évoluent dedans. Et moi, ce que ça me raconte, c'est presque que l'humanité aurait mal compris en fait comment exister, comment vivre dans cet espace, et se comporterait de façon beaucoup trop rude, de façon beaucoup trop tenue, rigide, guindée, voilà, plein de mots qui veulent essentiellement dire ça, c'est-à-dire le corps qui n'a pas le droit de bouger. Et c'est un peu ce qui est intéressant dans cette séquence de danse qui arrive à peu près au milieu du film, où c'est ce qui s'y joue, d'ailleurs je vais vous la montrer brièvement pendant qu'on parle. C'est cette idée-là, c'est donc Emma Stone qui va se mettre à danser et Mark Ruffalo qui va essayer de restreindre ses mouvements, qui va essayer de la faire danser la valse comme il faudrait que ce soit dansé, c'est-à-dire un mouvement très rigide. Sauf que elle profite un peu des ouvertures dans le corps qu'elle a pour pouvoir s'extirper. Moi, ce que ça me raconte, c'est que justement, l'émancipation du film, c'est l'émancipation du corps, c'est l'émancipation de cet espace qui serait trop guindé. Sauf que, étrange, au fur et à mesure du film, c'est le mouvement inverse qu'effectue Emma Stone, c'est-à-dire que progressivement, son corps se rigidifie. Progressivement, elle devient une femme de lettres, elle lit des livres, elle est, même à la fin du film, littéralement la dernière séquence qui se passe dans un jardin, est très fixe. Les cadres sont fixes, les corps sont fixes, plus personne ne bouge. Est-ce que c'est ça la solution ? Moi, j'ai l'impression que ce que nous raconte Lanthimos, c'est presque que justement, ce mouvement ne serait pas le bon. C'est-à-dire que revenir à la primordialité des corps et à la primordialité de la vie, c'est ce qu'il faudrait, au lieu de chercher à tout intellectualiser, à tout réduire, et même qu'en fait on ait perdu cette innocence et la beauté de ce personnage de Bella Baxter par justement son érudition. Je sais pas exactement à quel endroit je surinterprète ou pas. De faux film d'émancipation dans lequel justement, parce que le paroxysme de la rigidité, c'est aussi quand elle retourne chez le mari à la fin du film, où justement là c'est absolument presque cliché, quoi. Tous les corps ne bougent plus, elle n'a plus le droit de bouger, de sortir de son espace. Et cette sorte de faux film d'émancipation, en même temps, je ne sais pas si j'y crois à 100%, parce que j'ai du mal à voir un film assumé comme ça, parce qu'il y a des scènes typiquement qui sont un peu gênantes ou maladroites, dans laquelle elle apprend ce que c'est que le socialisme à Paris, elle découvre la liberté de femme dans la prostitution, où elle sort littéralement cette phrase marxiste « je suis devenu mon propre moyen de production », comme si justement il fallait absolument passer par ce trajet-là. Mais je sais, moi c'est comme ça que je vois le film a posteriori, c'est que ouais, c'est un faux film de rédemption. J'ai l'impression que le film un peu se prémunit presque de son propre échec avec cette espèce un peu de distance critique qui fait que dès qu'il y a quelque chose qu'on pourrait un peu lui reprocher, finalement, oui, mais c'est un peu ridicule exprès, donc ça va en fait, parce qu'on sait que ce qu'on montre est un peu... Enfin, j'ai l'impression
c'est un peu aussi une façon de se couvrir qui moi me plaît pas beaucoup. Je sais pas si Mathieu tu vas Si, moi, juste en voyant en petit là, la scène de danse, je pense, je ne sais pas pourquoi, à Margot Robbie, pas dans Barbie, mais dans Babylone, celle au début quand elle est en furie dans la soirée. Ça n'a pas de rapport, mais quoique je ne sais pas. Moi, ce qui m'a le plus dérangé dans le film, c'est vrai que vous avez dit que c'était un conte, etc. Et vous avez parlé du burlesque. Je trouve qu'à la rigueur, ce que je sauverais le plus, c'est quand même les traits d'humour qui contrebalancent un peu la froideur habituelle du cinéma d'Antimos, qui autrement, je trouve, est souvent misanthrope, extrêmement méchant et cruel. Pour moi, il y a toujours cette sorte d'humour très noir. Souterrainement dans The Lobster, je voyais même aussi. Même dans La Favorite, dans Canning, il y a des moments. Et pour moi, ça tient beaucoup plus du trait noir. Un peu comme le Von Trier. C'est plutôt au dépend des personnages. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Peut-être en même temps, je trouve que par exemple, les scènes avec Marc Ruffalo plutôt au début du film sont arrivées, je trouve, leur départ pour l'Europe, d'abord pour Lisbonne, etc., donne, mais j'ai pas aimé le film, mais quand même une coloration. Vous parliez de presque du réchauffement du cinéma de l'Antimos, que je trouve assez plutôt à sauver dans le film. Mais c'est vrai que par ailleurs, je pense que tu as raison de citer Von Trier, c'est étonnamment un cinéaste plutôt du sud de l'Europe, mais qui fait plutôt le cinéma des gens du Nord, d'Anneke, d'Oslund et de Von Trier. Enfin, un cinéma extrêmement cruel, qui déteste les personnages, qui déteste les... Et qui est obsédé par le sexe aussi. C'est vraiment leur sexe. Il y a une dimension un peu anthropologique, entomologiste, exactement. Un peu analysons ces petites forêts de personnages. C'est exactement ça. Et mais moi, ce qui m'a le plus dérangé pour quand même parler de un peu, c'est la forme en fait du film que je trouve extrêmement brouillonne. Et à mon avis, j'ai souvent eu l'impression que c'était une sorte d'agitation esthétique pour masquer une nullité d'un point de vue thématique ou du contenu. Enfin, je comprends ce que tu dis, à la rigueur c'est une interprétation que je trouve intéressante, cette idée-là, mais je trouve le film extrêmement quand même en fait rigide d'un point de vue presque de sa structure scénaristique. C'est vraiment un parcours initiatique, comme tu le disais, divisé en chapitres. Moi je trouve ça insupportable d'ailleurs de commencer le film commence en noir et blanc, sans aucune justification possible. Ensuite, il repasse à la couleur. Je trouve qu'il y a un peu l'idée de faire tout un tas de plans différents, du grand angle, changer des mouvements à la fin du film, quand elle se retrouve dans ce manoir avec son vrai mari, soi-disant. La scène de repas, elle est atroce, vraiment, il y a un nombre de plans incalculables, aucun n'est justifié. J'ai l'impression d'un cinéaste qui en fait multiplie les angles. C'est vrai, un peu peut-être à la manière d'un Gilliam, cette espèce de fourre-tout formel, ça éructe de tous les côtés, ça abonde vraiment de sang, de son, mais c'est un univers aussi qui est pas du tout réaliste, on l'a pas trop dit, mais c'est un autre monde que le nôtre, il y a des travaux dans l'espace. C'est un peu étonnant parce que on traverse des zones identifiées comme une ville d'Europe, etc., mais qui ne ressemblent pas du tout. C'est ça, c'est plutôt disons l'époque victorienne, ça commence à Londres, plutôt au 19e siècle, à l'époque je crois du positivisme, où Willem Dafoe joue un scientifique. D'ailleurs, personnage quand même pas nul, je trouve, parce qu'on s'attend au début à ce que ce soit un peu, d'ailleurs son nom c'est Godwin, c'est le vrai nom on s'attend à ce que ce soit une sorte de personnage dominateur, et qui en fait, je trouve que, j'ai pas aimé, mais pourtant je sauve pas mal de choses dans le film, mais bon, c'est pour nuancer un peu mon propos. Le début du film, on la voit elle se transformer en Europe avec ce cabotin un peu, ce libertin plutôt, qui traversent l'Europe avec elle, et eux, les deux hommes en fait qui ont perdu leur créature, qui ont perdu presque leur objet de savoir, leur centre d'intérêt, mais qui acceptent surtout le personnage de Dafoe, qui se dit bon, de toute façon il fallait qu'elle passe par là, je pouvais pas non plus la retenir jusqu'au bout, et je trouve que c'est plutôt un beau personnage bien écrit, bien que dans l'ensemble je trouve le film un peu tape à l'œil en fait, c'est très 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 grossier. Et pour terminer, après je m'arrête là, mais en fait j'ai moi aussi rattrapé The Lobster juste aujourd'hui là pour préparer l'émission, et un film que j'ai trouvé quand même plus intéressant que celui-là, mais il y a aussi, pour ceux qui l'ont vu et qui s'en rappellent, donc il y a aussi une structure un petit peu dialectique et vraiment démonstrative, quoi. Vous savez, les films commencent dans l'hôtel où on est du côté de ceux qui poussent à tout prix à la mise en couple, à l'amour, même codifié le plus possible. Et ensuite, au milieu du film, ça bascule, on est dans le camp d'en face qui produit autant de tyrannie. Et je trouve qu'ici, il y a exactement la même idée, c'est comment dire, raconté à l'échelle de la vie d'une femme qui se transforme, mais d'un truc un peu très par grand bloc.
initiation à Alexandrie, découverte de la pauvreté, prise de conscience un peu politique, mais enfin, à peine esquissée. C'est très mal écrit, c'est un peu balourd. C'est pas un film que je trouve à la hauteur de d'ailleurs, on l'a pas dit, mais il a eu quand même la Lion d'Or à Venise, donc c'était pris, c'est rien, mais il s'en est Joker l'a dit. Joker, donc à juste titre. Voilà. Je fais juste une dernière chose avant que tu enchaînes sur ton analyse. Moi, je voulais rajouter des choses sur le film aussi. Mais effectivement, c'est intéressant que tu mentionnes Gilliam, parce qu'évidemment, Terry Gilliam, on pense à ses films, que ce soit, je sais pas lesquels reviennent plus en tête, mais Brasil ou L'armée du singe, ou peut-être Fisher King aussi. En fait, c'est cette idée un peu d'être dans une sorte de conte un petit peu plus vrai que nature, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'à partir de procédés qui sont a priori similaires, on va dire, c'est-à-dire notamment l'usage de cette courte focale comme ça qui rend tout un peu plus qui étend l'espace, comme ça déforme, etc. En fait, Gilliam s'en sert plus comme un outil pour nous faire complètement pénétrer dans le monde du rêve, ou en tout cas, précisément, on suit des personnages qui se dépatouillent avec la frontière entre rêve et réalité, alors que là, moi je le sens plus comme une sorte un peu de distance critique. À partir d'un même procédé, comme quoi on peut avoir des effets esthétiques très Mais ce qui est assez intéressant aussi avec la carrière de Lanthimos, c'est qu'on parle de ce foisonnement de plans, d'idées de mise en scène, etc. Mais il y a un vrai shift à partir de La Favorite, parce qu'avant c'est un cinéma du plan séquence, de absolument très long. Canine, c'est un film qui prend absolument son temps, t'as des séquences entières qui se passent en un seul plan large, t'as vraiment une sorte de bascule comme ça, et je pense que y a quelque chose à trouver vraiment de la façon dont presque... En fait, ce qu'il veut montrer, c'est justement pas, comme tu le dis chez Gilliam, de nous envoyer dans un autre monde, mais c'est de nous rappeler à l'absurdité presque de notre propre existence. Filmer les choses comme ça, ça nous remet nous-mêmes en perspective. Presque comme si le plan en Judas était tellement en grand angle que nous-mêmes on était inclus dedans. Et moi, ce que j'aime bien quand même, même si je suis assez d'accord sur, encore une fois, l'ambiguïté du parcours, est-ce que c'est vraiment un film qui raconte l'inverse ou pas, je ne sais pas. Mais c'est quand même cette idée de départ qui est d'incarner un corps adulte qui découvre le monde, qui découvre les gestes, qui découvre les mots. Il y a vraiment cette beauté, je ne sais pas si ça vous a touché, mais l'évolution du parler de ce personnage au fur et à mesure du film que je trouve très, très belle, avec vraiment cet accent british hyper bien maîtrisé, la richesse de ses mots, surtout ces moments où presque Mark Ruffalo lui reproche d'avoir un lexique trop développé. Je sais plus quel mot elle utilise comme ça sur le bateau à un moment, et lui dit mais attends, mais tu sais ce que ça veut dire, mais comment ça se fait quoi, ça n'a aucun sens. Et cette idée du langage, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans la carrière de Lanthimos, surtout dans Canine encore une fois, qui est un peu, je pense, son film où on saisit le plus de choses, parce qu'il y avait cette idée dans Canine donc d'utiliser des mots à contresens. Et là, il y a l'idée oui, en fait, le langage était lui aussi une barrière pour empêcher aux gens de pleinement se maîtriser et prendre conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexion sur le fascisme dans son travail. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup cette sorte d'idée de comment est-ce qu'on restreint les choses, comment est-ce que peuvent être bloquées les choses. Donc, est-ce que je passe à ma petite... J'ai un dernier reproche. Vas-y. Non, déjà prendre le temps de dire au chat, je sais pas si vous avez vu ce film-là, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ou la personne qui posait les questions sur The Lobster, je sais pas ce que toi tu as pensé. Je m'éloigne, je suis absorbé dans le grand temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des autres films de Lanthimos si vous en avez vu. Moi, il y a quand même une dimension qui fait que, disons, je suis un peu embêté par le film, au-delà de juste le fait que ça m'intéresse pas, c'est que, alors c'est un adjectif qui est beaucoup revenu dans les critiques qui ont été faites sur le film, qui serait de le qualifier de subversif. Ce serait un film subversif ou provocateur, etc. Et j'avoue que moi, c'est vraiment une des dimensions où je trouve le film le plus un peu bête, faute d'un autre mot, mais j'ai l'impression, et dans Lobster, il y avait un peu des traces de ça, notamment, tu te rappelles ce qu'il a dit il n'y a pas longtemps, des moments où, un petit peu sans prévenir, la voix off se fait montre d'une grossièreté très inattendue, emploie un lexique comme ça qui n'est pas du tout, qui tranche avec un peu la noblesse qu'on pourrait supposer de la voix off, des choses comme ça. Et là, on a pareil un petit peu, notamment sur la façon dont il filme un peu les scènes de sexe. Il y a une scène que je trouve vraiment ridicule au début où elle découvre un peu la masturbation et on a une série de zooms vraiment sur son visage jusqu'à avoir sa bouche en énorme plan à ce moment-là, ou pareil des jeux un peu sur la grossièreté, etc. Je trouve un petit peu, il y a un plan à un moment sur un cerveau qu'on découpe en gros plan. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de
de provocation presque bête et méchante, de dire je vais vous filmer une scène de sexe qui arrive sans prévenir comme ça, un peu pour vous choquer. En fait, ça m'a fait un peu penser à ce qu'avait dit Vincent Lindon quand il remet la palme à Östlund pour Triangle of Sadness, qui d'ailleurs, enfin, je pense, la parenté n'est pas forcément anodine entre les deux cinéastes, entre Ruben Östlund et Lanthimos. Il avait dit, voilà, c'est le film qui nous a le plus choqué, comme si c'était un argument valide. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça, une sorte un peu de... Alors, enfin, il faudrait comparer peut-être à Von Trier, que je connais mal, mais un peu presque de provocation gratuite, un peu bébête, quoi. Mais justement, c'est là que, à mon avis, tu comprends mal quelque chose, parce que c'est pas parce que les critiques qualifient ça de subversif qu'il faut systématiquement le considérer comme ça, mais vraiment, encore une fois, on revient sur l'utilisation du langage et sur à quel point c'est un outil important dans son cinéma, et le fait d'utiliser des mots vulgaires, des mots grossiers, ça revient aussi à, en fait, c'est des mots qui saisissent quelque chose de la réalité des sensations, et même les scènes de sexe aussi, il y a quelque chose de revenir à des choses qui ont été presque censurées parce que ce serait trop vulgaire que de faire l'amour, ce serait trop vulgaire que de coucher ensemble. C'est plus la façon dont c'est mis en scène. Oui, mais justement, pour moi, ce gros plan sur la bouche dont tu parles, c'est quelque chose qui est très sensoriel en fait. C'est quelque chose qui ramène à comment est-ce qu'on se sent quand on fait ça, qu'est-ce que c'est que le plaisir féminin. Et pour moi, s'il avait fait ça, filmé ça en plan large, de façon très rude, il y a quelque chose qui ne saisit pas du tout l'essence de ce moment-là. Et même, je pense que une des phrases que Emma Stone, donc Bella Baxter, dit à un moment dans le film, c'est quand elle découvre donc, les rapports sexuels, elle dit « Mais pourquoi est-ce qu'on passe pas notre temps à faire ça, quoi ?» Presque comme si, mais en fait, pourquoi le monde, c'est... Pourquoi la vie devrait être un combat? Pourquoi est-ce qu'on a rajouté toute cette couche d'horribles inégalités, de lutte sociale, de gestion économique, alors que presque l'essence de l'humanité, c'est pas ça, quoi. Bah, c'est l'Europe moderne d'aujourd'hui. je te suis un peu, et en même temps j'ai l'impression que précisément, par exemple, pour la question du sexe, enfin, tu vois, il y a l'idée que, pourquoi se priver de ces choses-là, et en même temps j'ai l'impression que lui, dans sa mise en scène, le film avec une sorte de... je sais pas, presque de frisson comme ça, comme si c'était subversif. J'ai l'impression que c'est lui qui le met en scène d'une façon qui correspondrait pas à ce que vit le personnage, tu vois. En mode, mais j'ai osé faire trois zooms sur elle qui se masturbe avec une pomme. J'ai l'impression que du coup, là, il y a une sorte un peu de dissonance. Très bien. C'est une poire, premier. Ah oui. Non, il me semble que c'est une pomme et ensuite une courgette. Je sais pas si la courgette a le temps de... C'est interrompu. Est-ce que tu veux passer à ton... Je peux tout à fait. Donc, moi, j'ai envie de commencer donc, ce petit interlude. Un message dans le chat. Oui, sur The Lobster. Ouais, quel est le sens du film un peu? Bah, effectivement, on retrouve un peu toutes les thématiques que tu as énumérées, cette idée un peu de personnages qui sont mis dans des cases sociales un petit peu arbitraires et qui essaient de se dépatouiller avec ça. Tout à fait. Donc, j'ai envie de vous proposer qui est à mon avis une des meilleures scènes du cinéma de Lanthimos, qui est une des scènes finales donc, de Canine, où... Mais c'est de la perce avant. Non, horrible scène, je veux pas vous montrer ça. Je dis ça d'abord parce que le film s'appelle... mais c'est en effet centré parce que les pères, enfin le père et la mère disent aux enfants, c'est quand votre canine tombera que vous pourrez partir. Évidemment, une canine, ça ne tombe pas tout seul. Et en fait, ce qui est passionnant dans Canine, que je remets un peu en contexte, donc 2009, je vous ai raconté tout à l'heure cette idée de maison en autarcie dans laquelle les enfants vivent uniquement éduqués à la parole mensongère de leurs parents, c'est que de façon presque illégale et détournée vont arriver dans le film des cassettes VHS auxquelles les enfants vont avoir accès et presque comprendre ce que c'est que la liberté par la culture. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir voir à la télé des films sans jamais que Lanthimos nous montre les films. C'est uniquement les gestes que vont répéter les enfants qui vont nous faire comprendre. Par exemple, la fille va regarder Rocky et va ensuite imiter devant une vitre, elle-même qui se prend des coups, s'amuse à mettre un peu de sauce dans sa bouche pour imiter le sang qui gicle. Il y a la même chose avec les dents de la mer. À un moment, elle est dans la piscine et elle va s'amuser à faire comme ça, à croquer un peu son père. Et son père est totalement pris au dépourvu parce qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'elle peut connaître le concept du requin. Et de cette même façon-là, je ne sais pas si vous aurez la référence cinématographique, mais dans une scène de danse... Voilà, un quiz un quiz de danse, donc. Une scène de la fin du film où les enfants vont faire un spectacle pour leurs parents et un spectacle qui va progressivement évoluer vers une liberté du corps, comme je vous le disais tout à l'heure.
Donc je laisse tout le monde profiter de cette scène et on se retrouve tout de suite. Ouais, Παπά, κουράστηκα να κάτσω. Ναι, αγάπη, μα δεν μπορούσα να συνεχίσει άλλο. Αρκετά. Voilà la petite scène de Canine. Donc vous voyez déjà que en termes de mise en scène, on est sur un truc beaucoup plus rigide et beaucoup plus cadré et structuré. Et le film dont elle reproduit la chorégraphie, c'est l'introduction de Flashdance. Voilà. D'accord. Voilà, grand monument. Mais voilà, en tout cas, culture populaire par lequel il se trouve d'ailleurs que donc à la fin du film, c'est cette femme-là qui va s'échapper du carcan familial. D'accord. Grâce donc à ces multiples idées de la culture qui va les permettre de s'en sortir. Mais la scène continue un petit peu après, non? Parce que la mère arrivait pour... la mère arrive pour... ça, en fait, le cut n'est pas là, okay, mais c'est-à-dire elle l'aide à se relever, et ensuite... en tout cas, la danse est terminée, quoi. Vraiment, on a l'essence du truc. Et il y a un peu... il y a un autre moment plus tôt dans le film où les parents vont montrer aux enfants comment danser autrement. Enfin, c'est-à-dire au début, ils dansent très... encore une fois, de façon... très cadré, très strict et presque sans amusement sur une chanson que eux ont choisie. Et il y a le même motif dans The Lobster, où au début il y a une scène de bal, enfin en tout cas dans le premier segment, il y a une scène de bal où les corps sont très rigides, où absolument personne ne bouge vraiment, ce sont des valses, mais où les corps se collent absolument, il n'y a aucune liberté. Et plus tard dans le film, une petite scène que je me permets de vous montrer aussi brièvement, de toute façon la scène est assez courte. Donc The Lobster. Et une autre scène dedans, une scène où il danse tout seul dans le fond. Exactement. Non. Ah oui, il danse avec des casques sur les oreilles pour... C'est pour empêcher toute relation sexuelle ou toute pour naissance du moindre désir. Ils dansent tous en même temps, mais chacun écoute de la musique dans ses oreilles.
il est assez doué de la musique, il est assez doué de la musique uniquement électronique pour éviter que la danse c'est pas cette ligne. Autre exemple de la misogynie habituelle de la misogynie, de la misanthropie. Voilà, donc ici on a dans The Lobster des gens qui dansent dans la forêt avec des casques sur les oreilles comme vous l'avez dit, avec des mouvements hyper larges, hyper vagues. Bon là il se trouve que la scène est très sombre, qu'on voit peu, mais on a encore une fois cette idée de la libération par le mouvement, par le corps. Même dans tous ces films on a toujours un travail qui développe les gestes, avec on part de corps très fixes, très tenu, et au fur et à mesure une libération progressive. C'est ça qui est surprenant dans Pauvre créature, c'est que le geste est inverse. C'est-à-dire qu'au tout début, Bella Baxter a des gestes très immaîtrisés parce que cerveau d'enfant, qui apprend à marcher, qui apprend à communiquer, et progressivement va se rigidifier. Mais j'allais dire, comme tu associes comme ça plutôt un antimos précoce ou d'avant et celui d'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe pas dans Canine, c'est qu'il accompagne pas du tout le geste libératoire émancipateur dans du personnage. Et non, mais du coup, pour le coup, dans Pauvre créature, il le fait beaucoup plus. Enfin, je pense la chaleur dont on parlait de la mise en scène, il y a quelque chose qui va avec le personnage de Baxter. Tu parlais d'une distance critique. Et je pense que globalement, quand même, elle se résorbait plus. Oui, voilà, son regard est assez empathique et va du côté du personnage de Baxter, tandis que dans son cinéma plutôt d'avant, que je connais pas encore une fois, mais comme on peut le voir apparaître à travers Canine et dans The Lobster en général. Ça, c'est The Favourite. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup moins, je sais pas, engageant, incarné. C'est quand le personnage qui danse d'abord au plan aligné avec son frère se retrouve devant, elle reste floue, enfin il y a quelque chose qu'il ne recadre pas, il ne cherche pas à épouser un petit peu le mouvement du corps du personnage. Ce qui rend sa mise en scène peut-être, je trouve quand même plus intéressante avant. Aujourd'hui je trouve que ça c'est des images qui ressemblent beaucoup à une sorte de, il faudrait essayer de le penser un peu plus que ça, mais au-delà de la formule un peu rapide, mais cinéma international, j'ai du mal à voir sa patte vraiment dans je l'ai dit, je l'avais pas tellement non plus avant, mais pardon, tu voulais de toute façon vous êtes en train de le regarder, mais il y a encore une fois cette idée du geste presque sauvage, absurde, qui surgit dans un contexte très codifié. Et je pense que c'est une idée qui me vient parce que c'est aussi un film un peu historique, en costume, etc. C'est un rapprochement sans doute sans intérêt, mais je trouve que le surgissement de la violence et du corps malade dans, je ne sais pas si vous avez vu Barry Lyndon de Kubrick, cette scène où au cours d'une représentation, un concert, je crois que c'est le concert de la fille ou du fils plutôt de Barry Lyndon, Raymond Barry, comme ça il joue au clavecin, il y a toute la petite communauté d'aristocrates extrêmement propres, et il y a le personnage du beau-fils qui débarque, il y a une scène d'altercation, mais c'est d'une beauté, il y a tout de suite quelque chose qui se brise dans la mise en scène de Kubrick, les corps qui finissent par glisser sur le sol. Je me souviens du détail, je pense à ça parce que c'est aussi, je pense, un sol un peu en damier, comme ça, mais comment dire, je trouve voilà un cinéaste qui arrive à c'est vrai que là on a l'impression prendre en charge finalement le trajet des personnages n'est pas tellement pas pris en charge, mais en tout cas communique pas vraiment avec la mise en scène, quoi qu'il reste. Tu parles de des Lanthimos qu'on a vu là, que ce soit on va dire Pauvre créature qui est du côté de l'agitation, ou ceux-là qui sont plus du côté de la rigidité, plutôt que ça reste, ils tiennent la ligne, même si les personnages eux tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. En tout cas dans Canine ça joue de ça, ça joue de tant qu'ils sont dans l'espace qui est contrôlé, le plan est contrôlé. Donc, est-ce qu'il serait pas le grand temps de passer au film rude du soir, le film rude de la semaine. Peut-être pour vous encourager à rester, il y aura un quiz à la fin. Oui, un quiz qui a l'air extraordinaire. C'est le meilleur quiz que j'ai fait, en tout cas je l'espère, parce que c'est celui qui m'a demandé le plus de temps. Mais non, ça va être un quiz un peu amusant, plus que difficile. Donc voilà, restez, ce sera rigolo. Mais en attendant, on va parler de Jeunesse, entre parenthèses, le printemps, qui est le dernier film de Wong Bin. Voilà, on avait envie pas de prendre un risque, mais peut-être de mettre à l'honneur dans ce tweet aujourd'hui un film peut-être moins attendu. Et pour essayer de vous inciter à aller le voir, en tout cas en discuter avec vous. Donc on a choisi de parler des courageux dans le chat ont été voir déjà vu Jeunesse. Les 3h30. De toute façon, je pense que la distribution même du film est très parisienne-centrée. Je pense que j'ai du mal à croire que... Alors, je vais faire un très bref rappel de qui est Wong Bin et qu'est-ce que c'est que ce film.
sorti Le en... gros Bing. Le grand Bing. C'est Hervé Wang Bing, c'est un cinéaste chinois, un documentariste, qui est aujourd'hui, je pense, considéré. Alors, il faut tout de suite préciser que je pense aucun d'entre nous est vraiment spécialiste et connaît bien l'œuvre de Wang Bing. J'ai vu d'autres films de lui, mais j'ai pas la prétention de dire que je maîtrise vraiment le sujet. Parce que, en fait, Wang Bing, c'est donc un documentariste chinois né en 67, qui est sans doute l'un des plus grands cinéastes de documentaires actuels. Il y aurait le Wiseman américain, cinéaste beaucoup plus âgé, et actuellement Wang Bing, qui est sans doute l'une des voix de la Chine contemporaine les plus importantes. C'est un cinéaste qui a bâti une œuvre absolument monumentale et qui est surtout connu, qui s'est fait, disons, plutôt connaître au début des années 2000 avec un film extraordinaire, moi j'ai vu que des extraits, mais qui s'appelle À l'Ouest des rails, et qui est un film de 9h30 que Wang Bing a tourné tout seul avec une simple caméra DV qu'il a tenue de ses deux mains avec une immense modestie, qui raconte quelque chose de gigantesque, qui est le démantèlement d'un complexe industriel créé qui date de la Chine maoïste et qui se délite au cours des années 90, et que Wang Bing donc, a filmé durant plusieurs années en racontant les vies humaines fracassées dans ces usines perdues au fin fond de la Chine. Wang Bing, c'est un cinéaste qui en fait s'est fait donc avec ce film-là en Occident, et qui depuis développe une œuvre vraiment immense sans doute, où il revient sur les désastres de l'histoire chinoise du XXe siècle et le devenir extrêmement complexe et bouillonnant de la Chine actuelle. Disons que s'il y avait d'un côté Jia Zhangke pour le cinéma de fiction, cinéaste chinois aussi très important qui a réalisé A Touch of Scene, Still Life, Au-delà des montagnes, ce genre de film, dans le versant documentaire, il y aurait ce petit homme qui est Wang Bing, et qui a fait donc je pense une bonne dizaine, quinzaine de films aujourd'hui. On peut citer d'autres œuvres comme Ta Hang ou Chronique d'une femme chinoise, Fenjming, Chronique d'une femme chinoise, Les âmes mortes, Argent amer, ce genre de films, Madame Fang, enfin voilà, plusieurs œuvres, souvent toujours des documentaires, des œuvres très très longues qui durent plusieurs heures. D'ailleurs, très court instant, il y a un film qui s'appelle Man in Black qui Ouais, est aussi réalisé, qui est, je crois, sort aussi en ce moment. Tout à fait. Les deux étaient à Cannes en 2023. Jeunesse était dans la sélection officielle et Man in Black en... Documentaire sur un chorégraphe chinois. Oui, tout à fait. C'est ça qui a été, il me semble, l'une des victimes d'un des innombrables processus d'extermination / massacre ou période de rééducation forcenée du peuple. Et c'est un personnage, il me semble, donc compositeur de musique ou chef d'orchestre, je ne sais plus, que Wang Bing filme, il me semble aussi, en le mettant à nu, littéralement, puisqu'il a demandé à cet homme qui était aussi son ami de montrer sur son corps les stigmates de la violence d'État. Et Wang Bing, donc, c'est un cinéaste qui propose toujours des films extrêmement denses, des documentaires vraiment qui reviennent sur des périodes ou des événements ou des choses qui ont lieu actuellement en Chine d'une façon très belle, en fait, extrêmement simple. C'est qu'il est là avec sa caméra, il montre les choses qui se passent sans intervenir, sans voix off, sans presque médiation. On a un cinéma extrêmement direct. On a l'impression de vivre avec, en l'occurrence pour parler un peu de jeunesse, avec ces jeunes ouvriers, parfois même très jeunes, parfois mineurs, qui travaillent dans ces ateliers du textile dans une province autour de Shanghai, un endroit où donc, il y a des dizaines de milliers d'ateliers qui fabriquent des vêtements principalement pour le commerce intérieur chinois. Et Wang Bing a passé 5 ans, de 2014 à 2019, donc plutôt les années avant le Covid, et pour 5 ans pour filmer la vie dans les dortoirs, dans les ateliers de ces jeunes, aussi leur période, leur jeu, disons, de séduction, les rapports entre les filles et les garçons, le travail à la chaîne, la violence sociale, les conflits syndicaux. C'est un film jeunesse qui revient pendant 3h30 sur tout ça, mais d'une façon extrêmement simple, on pourrait dire très basiquement, mais c'est vrai, en fait, à hauteur d'hommes et de femmes, il filme Bing la réalité, le quotidien, de façon tout à fait non idéologique, je dirais pas non politique, puisque c'est un cinéma éminemment politique, mais absolument pas, disons, partisan, et on en fait cherche à faire émaner de la réalité la vérité des êtres et d'un temps historique, et donc c'est une œuvre personnellement que j'ai trouvé exceptionnelle. Alors c'est vrai que c'est un film quand même assez c'est un défi, défi, en tout cas un petit peu imposant, en 3h30. Évidemment,
comme tu l'as dit, on retrouve un peu ce dispositif assez dépouillé qu'il avait dans ses débuts, finalement qui a assez peu transformé de film en film. On a l'impression, même si c'est, je pense pas le cas, parce qu'il y a d'autres personnes que lui créditées au générique, mais qu'il est vraiment seul au milieu de tous ces gens qui parfois, indiquent sa présence d'un petit coup d'œil, mais sinon, comme s'il était un peu relativement invisible, il vit vraiment comme ça au plus près, dans les habitations, dans les ateliers, et cette sensation un peu d'immersion, c'est une des premières choses qui frappe quand le film démarre, et on est un petit peu, presque sous l'eau pendant 3h15, et après, à la toute fin, il y a une sorte de petit décrochage, mais voilà, c'est quand même un film qui est assez éprouvant à ce titre-là aussi. Tout à fait. Ben, je vous avoue que moi, le côté éprouvant, c'est quelque chose que j'ai tout à fait vécu. C'est en même temps, je comprends le parti pris esthétique de faire durer ça extrêmement longtemps, parce que on comprend aussi presque le fait, l'immensité de ce à quoi on fait face, quoi. C'est toute une vie, c'est des milliers de personnes qui font ça tous les jours avec quasiment le même quotidien, dans lequel évidemment adviennent des beautés, des fraternités, des amours. Plein de petits moments comme ça que Wong Bing arrive à capter, et on comprend tout à fait le fonctionnement de ces groupes. Après, je peux m'empêcher de constater qu'on aurait compris avec un film d'une seule heure, parce que de toute façon on est assez sur, comme vous l'avez dit, des répétitions, on est tout le temps dans la même chose. Mais oui, la durée, je dois l'admettre, sert à saisir le côté phénoménal de ce à quoi on fait face, quoi. Une des choses qui m'a beaucoup intéressé et qui va avec ce que tu dis sur la durée, c'est un petit peu la gestion à la fois du temps et de l'espace, on va dire en tout cas un peu la structure du film, qui est assez particulière. On va dire que grossièrement on passe d'atelier en atelier, et parfois ça nous arrive de revenir sur nos pas, etc. Et on retrouve des personnages qu'on a aperçus au préalable. Et je trouve que Bing a une idée, je sais pas s'il la pense comme ça, mais je trouve qu'il fait un effet génial, c'est que à chaque fois qu'on rencontre un nouveau personnage, il indique son nom, son âge, son origine. Donc il fait comme ça un pas un petit peu pour quand même prendre le temps de noter le nom de ces gens qui ne sont pas que des rouages dans une machine géante. Et en même temps, à force que le film avance comme ça et que de plus en plus de personnages, de noms nous sont distribués, on finit par être complètement perdre nos repères, essayer un peu de recoller les morceaux. Est-ce que ce personnage est celui qui faisait telle action auparavant, etc. Et d'ailleurs, il y a un peu la même chose sur le nom des ateliers dans lesquels les gens travaillent, qui en fait on donne l'impression d'être tous situés autour de 3-4 mêmes rues, puisque à chaque fois le numéro de rue change mais pas la rue, et donc en fait on tourne comme ça d'atelier en atelier. Et donc en fait ce qui est assez beau, c'est qu'il arrive à la fois à ne rien perdre un peu des individualités ou des particularités, de la précision géographique, et en même temps à donner l'impression générale d'une sorte de pareil au même en fait. Et d'ailleurs le temps joue aussi là-dessus, puisque au bout d'un moment dans le film, donc c'est une sorte d'alternance presque stricte entre moments au travail, moments dans les dortoirs dans lesquels les jeunes gens habitent. En fait, on finit par complètement perdre nos repères. Et combien de temps se sont écoulés depuis la dernière fois qu'on a vu ce personnage ou depuis la séquence précédente. On a l'impression comme ça d'être englué. Et il n'y a qu'à la fin, quand le film nous explique que ça a été tourné sur 5 ans, qu'on réalise un petit peu l'ampleur de la plongée dans laquelle on était, quoi. Et à propos de ça, en fait, le film globalement se passe, on ne sait jamais même presque à quel moment de la journée ça se déroule, puisqu'ils sont tout le temps enfermés, il y a toujours des lumières extrêmement grisâtres, verdâtres, un peu moches. Enfin, les conditions de vie de ces gens sont à la fois terribles et en fait d'une banalité pour eux. Enfin, c'est pas du tout un cinéaste qui va adopter un point de vue surplombant ou dégoûté ou voilà, un peu gêné par ce qu'il voit. C'est quelqu'un d'ailleurs qui faut un peu souvent dans les documentaires, il faut aussi raconter les conditions de tournage, la manière dont il a réussi à faire le film. Enfin, il faut peut-être le faire pour tous les films d'ailleurs. Mais il a vraiment habité avec eux, il a vécu, il a déménagé pour pouvoir d'abord gagner la confiance des patrons, parce que ce qui est extraordinaire dans le film, c'est qu'il a obtenu presque en fait, une liberté de filmage totale à partir du moment où sa présence dans les ateliers ne perturbait pas la marche permanente du travail et du capitalisme en action. Il suit même des scènes de négociation salariale. Il arrive à filmer, et puis il y a quelque chose qui est... il arrive à filmer presque des rixes dans les ateliers, des scènes d'amour, en tout cas de séduction entre des jeunes gens, la scène du conflit syndical qui arrive très très tardivement dans le film, ce qui est d'ailleurs très beau parce que au début, moi de Wong Bing, j'avais vu seulement jusqu'ici, j'avais vu Madame Fang
et à la folie. Et à la folie, c'est un film, si je me souviens bien, qui est aussi très très long, qui se passe dans un hôpital psychiatrique, mais on a l'impression que les patients, les résidents sont livrés à eux-mêmes, et en fait, je crois que le film ne montre presque jamais, ou alors j'ai un mauvais souvenir, mais les autorités administratives qui dirigent cet espace presque carcéral ou concentrationnaire. D'ailleurs, je pense que l'idée de la prison à ciel ouvert, qui serait la Chine, ou de l'aliénation que produit le travail dans la Chine d'aujourd'hui, est présent aussi dans ce film-là, enfin c'est présent dans toute son œuvre. Et donc je pensais qu'au début il allait aussi reproduire l'idée qu'on ne verrait jamais les patrons et qu'on a l'impression qu'en fait lui filme avec vraiment des damnés de l'économie moderne, mais sans que jamais on ait la présence des chefs, et que c'est comme si la condition humaine, presque on parlait des carcans qui pèsent sur les corps, mais voilà, c'est cet empêchement de la liberté de la vie chez ces ouvriers était quelque chose de structurel qui émanait même de leur travail. Et en fait, tardivement dans le film, il finit par filmer aussi un conflit syndical qui est inouï. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. À un moment donné, le personnage du patron va même jusqu'à monter sur la table pour physiquement dominer ses ouvriers. Et ce qui est fou, c'est que dans un film de fiction, on se serait dit ah ben voilà, ça signifie telle chose, ça a ce symbolique-là. Et ce qui est très beau dans le cinéma Wong-Bing, donc des documents bruts sur la réalité actuelle, c'est que en fait il y a des choses qui ont vraiment lieu. Et qu'est-ce que ça signifie qu'un patron qui cherche, parce qu'il est un petit peu mis en difficulté face à une horde d'ouvriers qui cherchent à tout simplement gagner 2 yuan de plus pour survivre, en fait se met à monter sur la table pour les écraser en leur aboyant dessus. Enfin, c'est dans cette scène là que vous voyez un instant à l'écran, c'est un peu plus tard à ce moment-là, mais je trouve vraiment le film d'une richesse et d'une densité invraisemblable. Et c'est un acte de création très, très, très beau. Ce qui est fort aussi, c'est qu'en fait, en captant autant de choses de façon tout le temps presque objective, on en vient à s'intéresser à beaucoup de détails, à beaucoup de gestes, de petites choses auxquelles sont qui sont presque révélées par le dispositif. C'est-à-dire que le geste du travail des employés comme ça qui vont utiliser leur machine à coudre est presque hypnotisant, quoi. On voit leurs gestes hyper rapides, comme vous pouvez les voir là, avec une dextérité, avec un savoir-faire très impressionnant. Et il y a des détails comme ça qui arrivent progressivement, notamment un moment où il commence à parler du synthétique, parce que beaucoup ils travaillent le coton dans le film, et quand le synthétique arrive, qui est donc maintenant un matériau énormément utilisé, qui pose énormément de problèmes écologiques, parce que c'est fait à partir de pétrole, quoi. Et il se trouve que là, les ouvriers, au-delà de parler de considérations économiques ou de la matière, etc., ils parlent de, concrètement, en fait, commencer de travailler du textile sur une machine à coudre, quoi. Et justement, ce qui leur pose problème avec ce matériau, c'est à quel point c'est difficile de replier le vêtement sur lui-même, de bien attacher, de bien faire les plis, tout à fait. Et c'est sur ce genre de petites saillies qu'en fait le film devient vraiment intéressant, quoi. Comment il révèle des choses du naturel, du réel, juste en laissant les choses se faire devant lui. Il y a tout un tas comme ça une attention aux détails qui arrive un peu à transpercer un film autrement sinon assez comme ça imposant, comme on l'a dit. Mais tu parlais de l'image du patron qui se met sur la table, qui est incroyable, et c'est très vrai. Et il y en a une autre qui est un moment où 2 personnages qui sont en couple sont allongés dans des sortes de ballots de tissu qui vont devenir ensuite des vêtements par leur propre travail, et discutent de ce qu'ils vont faire. On va peut-être aller faire du shopping et acheter nous-mêmes des vêtements. Et il y a une espèce de gouffre comme ça, en tout cas de vertige, de voir qu'ils sont vraiment au bout de la chaîne du capitalisme, mais à la fois en tant que producteur et consommateur. Ils sont debout. Et cette sorte d'image comme ça, pareil sur la discussion avec le patron, un peu comme tu disais, mais en fait ils exigent des augmentations sur combien leur rapporte d'avoir fait une pièce de chaque vêtement. Et donc en fait, ils se retrouvent à discuter pour des sommes qui semblent extrêmement faibles, des centimes de yuan. Et c'est une idée géniale de voir vraiment ces luttes sociales pour des sommes aussi petites. Et parmi les autres choses qui sont vraiment passionnantes à voir dans le film, et je pense que c'est tout à fait significatif, qui le diffère qui le mène vers la fin, c'est qu'à un moment donné, la jeunesse qui est dans le titre, en fait, elle n'est pas du tout du côté des ouvriers, mais elle est du côté du patron lui-même, parce qu'il y a un jeune patron de 27 ans, si je ne me trompe pas, je me demande en si costume. C'est un personnage qu'on aperçoit plutôt dans le film, mais peut-être je me trompe. J'étais pas bien conscient à ce moment-là, parce que j'avoue avoir un petit peu quand même roupillé, c'est pas des films qui sont simples à aborder. Mais en fait, moi, ce que je trouve très beau à chaque fois que je vois un Wong-Bing, encore une fois, j'en ai pas vu beaucoup,
c'est que c'est vraiment un cinéaste qui, je trouve, fait acte face à l'histoire, quoi. C'est quelqu'un qui a compris sans doute très très tôt, dès le début des années 2000, que quelque chose de l'histoire du monde se jouait chez lui, dans son pays, et qui donc met sa caméra, à chaque fois j'ai l'impression, au centre du monde. Enfin, ces ateliers autour de Shanghai, c'est une cité-usine, une ville gigantesque. On a l'impression d'avoir affaire à une réalité collective, une puissance je trouve, qui a trait à l'histoire, et qu'un cinéaste doit, à cet endroit, et documente en fait ce qui a lieu pour ces gens. Je trouve ça d'une beauté. Je pense que c'est impossible qu'on ait un Wang Bing en France ou en Europe. C'est que le monde ne se transforme pas assez pour qu'on puisse faire advenir. C'est ça, oui. De la même manière que le cinéma a été longtemps américain, parce que sans doute que l'histoire mondiale, une bonne partie se jouait en Amérique, ou que la nation grandissait, et que la culture et le cinéma en tête sans doute en Amérique devait suivre ce mouvement-là. Actuellement, c'est en Asie, en Chine en particulier, que ça se joue. Bon, il faut quand même le dire, il n'est pas du tout un cinéaste d'État, c'est très très loin de ça. Et c'est un cinéaste de démarche qui explore vraiment les failles de la société chinoise actuelle. D'ailleurs, il ne vit pas en Chine, ses films ne sont pas diffusés en Chine, il passe clandestinement, mais c'est un cinéaste qui n'a pas du tout l'appui évidemment des autorités. Il arrive toujours à faire ses films quand même malgré tout. Je sais pas d'ailleurs comment en fait il continue à les tourner, même si j'ai l'impression qu'en fait actuellement les films qui sortent, pour ceux qui tourné un petit peu avant, il a des centaines, voire des milliers je pense, d'heures de rush, et il réussit à sculpter ses films à l'intérieur de ça. Mais il disait au départ que Jeunesse pouvait durer 9 heures, mais d'ailleurs je pense qu'il y aura 2. Je crois que c'est le début d'une trilogie. Oui, exactement, qui elle va durer 9h30. D'accord, c'est ça. Qui devrait se constituer donc de été et printemps. Printemps, été. Quelle saison va sauter, c'est la question. Mais ce qui est passionnant, et ça rejoint un peu ce que tu dis et ce qu'on disait sur la structure du film, mais c'est qu'il arrive, vraiment depuis l'intérieur, à donner un peu cette sensation d'un monde entier qui se joue autour de ces nœuds. En fait, il y a une figure que j'aime beaucoup dans le film, on l'aperçoit vraiment dans la bande-annonce. Je ne sais pas si j'arrive à retrouver rapidement, je ne sais pas repérer à quel moment c'était, mais voilà, exactement sur ces plans qui ressemblent à ça, où on a l'impression que dans l'ensemble le film est plutôt en caméra portée, en tout cas très proche comme ça. Ça lui arrive à quelques moments de tout simplement poser sa caméra sur le bord des espèces de barres d'immeubles qui constituent les dortoirs, et probablement que les usines que les ateliers sont en dessous. Et juste par cette composition, ce choix de composition de cadre, avec les lignes de fuite, cette architecture presque brutaliste, extrêmement austère, il donne l'impression de cette espèce de prolongement. En fait, ce que vous venez de voir pendant une demi-heure, j'étais dans le dortoir, il suffit que je me décale pour que je vous montre qu'en fait, il y a une enfilade infinie comme ça de dortoirs et d'histoires similaires autour. Et c'est là que le titre Jeunesse est quand même assez renversant, c'est qu'on a la sensation presque que toute la jeunesse chinoise se retrouverait là, quoi. Tous des jeunes bourgeons qui sont obligés en fait de devenir tout de suite de la main d'œuvre. Et ce qui est assez vertigineux aussi quand tu parlais du fait que c'était des jeunes aussi qui incarnaient des maîtres d'atelier en tout cas, c'est que presque ils sont obligés d'évoluer en vase clos à l'intérieur de ces espaces-là. C'est à part une saillie au milieu du film où 2 jeunes partent en bus et à la fin, comme vous l'avez mentionné, vraiment la question ensuite ça va être est-ce que ces autres films vont être été et automne pour montrer l'évolution dans l'âge des milieux selon les générations en Chine, mais peut-être cette idée-là de classifier. Il y a une chose qu'on n'a pas trop dit à propos du film, mais qui est quand même fondamentale pour comprendre le cinéma de Wang Bing. Encore une fois, moi je ne maîtrise pas le sujet, mais c'est que c'est un cinéma qui serait impossible autrement qu'en numérique. C'est un cinéma fait pour, en fait rendu possible par la technologie du numérique. C'est sans doute... je sais qu'à l'Ouest des Rails, il avait été mis dans le top 10 des années 2000 des cahiers du cinéma, et je pense probablement d'autres revues, d'autres critiques, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a tout de suite fait usage très différent d'autres cinéastes qu'on connaît mieux, comme Mann, Fincher, on en a déjà parlé ici, mais parce que le numérique, du fait de sa capacité de stockage d'informations, en fait, lui permet d'enregistrer pendant sans doute des heures et des heures. Et puis aussi d'ergonomie. Oui, de légèreté des dispositifs. Seul avec, mais à la rigueur, ça, en fait, c'était déjà possible dans les années 60, 70. Godard avait demandé des petites caméras reflex qu'il pouvait mettre dans sa voiture, dans son comment on dit. Exactement. Mais je pense que là où ça change, c'est peut-être la durée de la captation. Exactement. C'est ça, il peut filmer pendant des heures et des heures et des heures jusqu'au moment où quelque chose va vraiment émerger.
Et c'est cette, je sais pas, cette manière de sculpter du temps et de restituer des corps et leur épreuve dans le temps que le numérique chez Wang Bing en fait rend visible. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'un autre cinéaste que lui qui est totalement rivé sur en fait la réalité humaine dans ses ateliers, aurait quand même cherché à nous faire comprendre un peu presque le processus de fabrication. À aucun instant on va avoir la satisfaction là, de voir fini le vêtement. Ce qui est fou dans le film, c'est qu'il y a des moments, des plans très très longs qui peuvent, je sais pas, durer 2-3 minutes. On voit à la chaîne, comme vous disiez, je sais pas, un même geste en train d'être accompli. Je sais pas, une fourrure remplie, quelque chose qui est coupé, mais on n'arrive jamais à voir ce que c'est. C'est un film qui travaille aussi avec les lambeaux, les ruines. Oui, c'est le Fordisme à l'état pur, quoi. C'est ça, vraiment un seul geste répété. Mais jamais, en fait, il se place presque du côté du capitalisme où l'action des ouvriers produit l'objet et on va finir par le voir entier, confectionné, prêt à la vente, quoi. Jamais il fera ça. Et parfois, on voit des vêtements finis sur les murs, mais à un moment où la scène, en fait, a un autre objet. Et je trouve ça assez intéressant. Je trouve que ça rend l'approche... l'appréciation du public peut-être plus aride encore parce que c'est quelque chose de simple qui pourrait donner de la linéarité pas exactement la chaîne, ou de la narration, mais il le refuse parce que son objet c'est une réalité humaine beaucoup plus éclatée, complexe, pas réductible à ce geste-là. Et je trouve ça intéressant qu'il le produise comme ça. Bon Clément, est-ce qu'il est temps de remettre un peu de fun dans cette vie? On a juste un message. Ah oui, tiens. Histoire que le son soit moins parfait que d'habitude, il y a beaucoup de souffle. Alors, beaucoup de souffle. Alors, est-ce que tu penses qu'on a... est-ce que c'est peut-être l'ordinateur qui fait plus de bruit que d'habitude? J'ai l'impression. De chaudière à disposition. Est-ce que le souffle vient de là? C'est possible. C'est vrai qu'il nous a un peu dépourvu aujourd'hui l'ordinateur. Oui, on a eu un peu plus de bruit que d'habitude. C'est un petit déboire, mais sinon... C'est un problème. Si ça reste compréhensible... De toute façon, malheureusement, on en est bientôt à la fin. C'est ça, puisque cette personne dans le chat arrive pour le moment du quiz. Voilà. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, le quiz n'a aucun rapport avec l'actualité cinématographique. Généralement, on essaie de trouver un petit peu des passerelles plus ou moins... Super. Bon, si on nous entend... Et le film n'a aucun rapport avec l'actualité cinématographique. À la limite, si le film de Mann était sorti Ferrari, j'aurais pu essayer de le relier très lointainement. Je peux vous montrer tout de suite on peut deviner l'introduction. Voici l'image. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. C'est un giallo argentin. Ouais. Ou pour l'assassin. Alors, j'ai un doute sur le film, mais effectivement, c'est un giallo d'Argento. Est-ce que c'est pas Ténèbres, parce qu'il y a cette image avec le visage qui émerge? Le principe du quiz est le suivant. 3 titres de films, 2 existent, le 3e c'est moi qui l'ai inventé. Okay. Et la révélation se fait grâce à un poster généré en intelligence artificielle de ce film qui n'existe pas. Attends, il y a 2 films. Il y a 2 films qui existent et un film qui n'existe pas. Ne vous inquiétez pas, il y a un round de chauffe. Okay. Et effectivement, alors il faut que je me munisse de ma solution, parce qu'il y a un petit peu une sorte de... On en profite pour... pas de piège, mais on en profite un peu pour explorer, on va dire, le souffle, mais on se sent très clairement après. Explorer un petit peu ce qui fait la sève du cinéma d'exploitation italien des années 70, comme vous le savez sûrement, notamment autour du giallo, mais aussi le polar qu'on appelle le poliziotesco et d'autres genres comme ça. Il y a eu une sorte d'explosion du cinéma de genre italien à la fin des années 60, au début des années 70, qui a été un peu qui a généré tout un tas de chefs-d'œuvre, mais aussi beaucoup de films qui sont de la pure exploitation. Et donc c'est un peu là-dessus. Est-ce que tu as vu tous les films réels? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais voilà, on va un peu se balader dans qu'est-ce qui faisait les codes, en particulier des titres des films de cette époque. Vous verrez qu'il y a tout un tas un petit peu de poncifs. Alors je précise que ce sont toujours les titres français que vous voyez, donc parfois les titres italiens ne sont pas ceux-là, mais parfois ils le sont. Donc, voilà, le quiz n'est pas forcément très difficile, mais disons que l'intérêt n'est pas forcément là, c'est plutôt un petit peu de rigoler. Je vous mets un premier round d'exemples. Voilà. À votre avis, quel film existe entre L'oiseau plumage de cristal, 4 mouches de velours gris et un chien mais il est rouge? Imagine le truc. C'est Clifford. Donc le film existe. J'ai hâte de voir l'affiche. C'est Clifford pour le coup. C'est Clifford, c'est vrai, il est rouge le chien. Donc là, évidemment, la bonne réponse c'est le dernier, puisque les 2 autres sont des films de Argento, évidemment. Bien joué, bonne réponse du chat. Et donc, l'affiche ressemble à ceci. Donc, comme c'est de l'IA, vous voyez qu'il y a un peu des lettres, mais ça ne dit pas exactement ça. Christopher Ali.
Je peux vous filer les droits. Tous les titres vous inspirent, vous pouvez en faire un film. Vous avez tout à fait un film de Clouseau. C'est vrai. Et il a caché un truc dans le chien. Je sais pas ce qui se passe. Le chien avec une. Attends, ah oui, celui à gauche, il est extraordinaire. Un peu en contre-jour là. Voilà, vous avez compris le principe. C'est parti pour le quiz. Je récupère mon J'ai des doutes, il n'existe pas. Non, mais c'est plutôt un peu pour le vague fil directeur qui vaut autant que les réponses qui sont pas toujours très difficiles à trouver. Donc là, vous avez le choix entre trois titres qui ont cette particularité de l'époque. Dans la foulée des films Argento, dont on a vu les titres juste avant, c'est la prolifération des noms d'animaux dans les titres, que ce soit justifié ou non. Alors, Mathieu, je pense que tu as peut-être un peu plus de connaissances. Tu as un peu plus de connaissances en Angelo que lui, donc quand tu sais pour sûr, je te laisse laisser un peu de suspense. À votre avis, est-ce que le film qui n'existe pas, c'est Journée noire pour un bélier, La tarentule au ventre noir ou Le dos argenté du grand gorille? Loïc, est-ce que tu as un premier pronostic? Le chat, n'hésitez pas à prendre. J'ai du mal à pouvoir imaginer le dos argenté du grand gorille. J'ai du mal à voir ça sortir de ton cerveau malade. Moi, c'est cerveau est malade. Il faut... Moi, le Journée noire pour un bélier, il me semble un peu faux. Ouais. Moi, c'est celui que j'aurais dit aussi. Non, alors, quelqu'un dit dans le chat, Journée noire pour un bélier. Ouais, ok, donc il y a 2 votes pour Journée noire pour un bélier. Ouais, tout à fait. Et il existe pourtant bel et bien. Eh bien, il existe car c'était le dos argenté du grand gorille qui n'existe pas. Voilà. Oh waouh. Et voilà, c'était celui-là que j'ai. Le fait que l'affiche soit en italien faux. En faux italien, ouais. Horribila Gorilé, un truc comme ça, on peut deviner. Mathieu nous fera le vrai titre. C'est pas ça. Je sais pas comment dire. Gorille. Je me permets d'enchaîner, on reste dans le même thème, c'est-à-dire les animaux. Lequel de ces 3 films n'existe pas? Le 9e pas de la tarentule jaune. Est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'ils vont insister sur les tarentules? C'est vraiment cool. Est-ce que c'est l'iguane à la langue de feu qui n'existe pas, ou la 9e patte de la tarentule jaune, ou chat rouge dans un labyrinthe de verre? L'idée étant plutôt de se dire que j'en ai inventé un, mais les 2 autres existent. C'est quand même très dur. Alors c'est sûr que je pense que les chats pourraient exister parce qu'il y a déjà eu le chat à 9 queues d'Argento. Oui, tout à fait. Donc je pense que le chat c'est bon. Surtout dans un labyrinthe de verre, il y a un peu le côté. mal, alors que la 9e patte de la tarentule jaune, quelle idée que la tarentule soit jaune. C'est vrai que c'est spécifique. C'est vrai que c'est le titre. La 9e patte. Je partage avec. Ouais, la 9e patte sera mon pari aussi. Let's go. Vous avez raison. C'était magnifique. C'était effectivement ça. Il y en a certaines, surtout ensuite, qui font vraiment peur. Moi, je trouve vraiment un truc un petit peu d'étrangeté. Mais tu les as jamais retouchés. Non, je ne les ai pas retouchés. J'ai un peu les capacités. Exactement. Voilà. Et très bien. Donc, cette petite question nous amène, avec ces 9 pattes, au lieu de 8, sur une autre constante des titres de l'époque qui est les chiffres qui se multiplient et s'additionnent. Donc, à votre avis, lequel de ces films plein de chiffres n'existe pas? C'est les 9 jurés. Est-ce que c'est Le Sadique de la 13e heure, La Dame Rouge tue à 7 fois ou Rififi chez les 9 jurés? Moi, Rififi, j'y crois pas. Il y a Rififi chez les hommes, c'est tout. C'est le seul film avec du Rififi. C'est Jules Dassin, c'est. Ouais, exactement ça. Mais je pense que ça existe, Rififi chez les 9 jurés. N'oubliez pas que ce sont à chaque fois les traductions françaises. Moi, je pense que le Sadique de la 13e heure. Tu paries sur le Sadique, toi, et le X sur les. C'est sur Rififi, ouais. Quel est l'avis du chat? Je pense qu'il n'y aurait pas eu de S magique, non, je sais pas. Je parie sur le Sadique. Alors, est-ce que le chat a un petit pronostic? Je vous laisse un peu le temps de taper avant de donner la réponse. Sachez que si jamais vous avez des doutes, j'ai noté à chaque fois les noms des cinéastes pour vous prouver que ça existe. Moi, je le dis, l'affiche que j'ai le plus envie de voir, c'est Rififi chez les 9 jurés, donc j'espère que c'est ça. Joker, le chat passe. Bon, je vais me permettre de dévoiler la réponse avant les prochains pronostics. Suspense. Le mot Rififi, bien sûr. L'affiche, elle est vraiment, mais. Ça fait un peu Scarface des années 30. Ouais, c'est clair. Un petit esprit un petit peu. Mais même les teintes de jaune, de vert et tout, c'est vraiment. Excellent, Rififi chez nous. Ce film n'existe pas, mais les 2 autres existent. Le Sadique de la 13e heure donne 13 ans et demi. On passe sur un autre thème, puisque je vous ai dit que c'était du cinéma d'exploitation pure et dure, donc il y a une partie un petit peu érotique dans certains films, bien sûr, et certains titres. Lequel de ces films n'existe pas? Est-ce que c'est une hache pour la lune de miel, L'assassin dresse son couteau, Violer les otages? Je pense que jamais de la vie t'aurais osé violer les otages. Moi, je parie pour L'assassin dresse son couteau. L'assassin dresse son couteau. Est-ce que le chat veut avoir le temps de pronostiquer un petit peu?
Ah, c'est technique. Hein. Ça, c'est des films, tu les as dégotés par où ce truc-là Wikipédia. Tout simplement, qui compile des listes interminables. Cela dit, une hache pour la lune de miel, c'est tellement classique que c'est peut-être inventé partiellement. H 100%, ça n'existe Toi, pas. Mathieu, c'est quoi Est-ce comme que j'ai jeu un doute, je sais pas. Est-ce que le chat dit 100% ça existe? Non, je pense que ça 100% n'existe c'est pas. la 100% c'est la réponse. réponse. Donc voilà, un pari pour la hache. Loïc, Pour moi, c'est l'assassin de toi, la c'est l'assassin de son couteau. Mathieu? Ouais, en même temps, je sais pas, ouais, peut-être la hache, ouais. Ok, 2 pour la hache et 1 pour l'assassin. Et c'est Loïc qui est la Ah, bonne voilà, réponse. trop fort. D'ailleurs, la fiche a compris qu'elle a un petit parallèle phallique à faire. Ouais, excellent. Là, Ah, un peu le fait. couteau, Mais il donc- lance. Il y a effectivement un film qui s'appelle Avec le masque. Violer les otages. Mais c'est de qui ça? C'est un film de Giovanni Brusatori, dis donc. Mais le titre original n'est pas du tout le même. Ok. C'est les distributeurs français qui ont inventé Violer les otages. Très bien. On change de thème, mais pas si loin, puisque évidemment, c'est présent ici, c'est la mort qui est dans tous les titres La mort a italiens. pondu un œuf. Alors, Extraordinaire. À votre avis. Jardin des dieux. Mort Quel une film fois. Ouais, je sais n'existe lequel pas. existe, c'est sûr. Je sais lequel T'en existe. connais un qui existe? Il y en a un qui existe, existe, je qui a été le édité dans la sais. collection Make My Day de Torre. ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce que celui qui n'existe pas, c'est La mort a pondu un œuf, Amour est mort dans le jardin des dieux, ou Mort une fois, court toujours? Alors, la mort a pondu un œuf, c'est sûr, ça existe. Moi, je pense que c'est le dernier. Toi, tu paries Moi, sur je suis le dernier aussi. n'existe Mort pas. une fois, court toujours. Ouais. Cela dit, la mort a pondu un œuf. Elle a pondu un œuf. C'est La Jurassic mort, le Park. premier que je connais, c'est Jurassic Park. Quoique, non, jamais de la vie. Non, c'est la mort a pondu un œuf. Moi, j'y crois pas. La mort a pondu un œuf. Mort une Julie fois. nous dit mort une fois, donc elle parie pour le troisième. Ouais, Toi aussi. Ouais, moi aussi. Mais moi, je vous dirai pourquoi. Eh oui, parce que je doute que tu connais. Ouais. Tu en connais un. Et la bonne réponse, c'était bien sûr Mort une fois, court toujours. Non, ça veut dire que la mort a pondu un œuf, ça existe. La mort a pondu un œuf, ça existe totalement. Ouais, le film de Giulio Questi. Qui Ah, c'est celui-là qui est excellent. édité, Ouais, hein. édité Eh ouais. au début de la. C'était de ouais, 65. celui-là, je connaissais le titre avant de lancer un quiz, ça fait partie des curiosités. Voilà, mais très bon poster Pour avec payer les morts c'est couliailles. cette bouche pleine de dents et C'est l'œil vrai à qu'elle l'intérieur. elle est belle, hein. Mais je t'avoue que sans que tu te vexes, j'ai trouvé le troisième parce que si ça avait été un vrai titre, quoi que les descripteurs peuvent être, ça aurait été court avec un S à l'impératif. C'est vrai. Bah, Court toujours. ah, je pensais que c'était un personnage Court- toujours, non? Il court toujours. Mort une fois, court toujours. Ouais. Ah, mort une fois. il c'est- court- Ah, moi, voilà, c'était mort- genre. Mort une fois, oui, il court toujours. Et... Ouais, moi, je ah pensais oui, ça. d'accord, ok, d'accord. Mais Mais j'ai trouvé. après, il y en a que j'ai rectifié parce que j'avais fait des fautes de frappe, c'est possible que j'en ai raté, Ah, donc c'est pas d'accord. forcément un indice. Soyons attentifs. Mais bien joué le chat, effectivement, c'était Pardon. encore une fois court toujours. On change de petite thématique. Ah, celui-là est très drôle. Mais pourquoi à chaque fois le titre c'est d'italien, c'est ça, torturé? En fait, je sais pas trop. Couper En les gros, morts, moi, ce que c'est je bien. demande Dali. à Dali, exactement, c'est, enfin, je le mets en anglais, généralement le poster pour un film italien des années 70 qui s'appelle Non, non, non. D'accord, D'accord, ok. Donc, je pense qu'il fait un mélange des vrais mots et en même temps, je sais pas, une sorte de soupe. Est-ce qu'il y Ouais, a ça- le nom des cinéastes à chaque fois? S'il invente un nom de un Ah, film il faudrait de zoomer, mais ça fait un peu de Pierrot. de la mélasse de lettres. On passe aux deux suivants qui ont un thème commun que je trouve très drôle, qui sont les titres qui ressemblent à des titres de films qui existent déjà. Oh. C'est un petit peu border, on surfe sur le succès d'un film qui existe. Est-ce que le film qui n'existe pas, c'est L'inconnu du Turin Express, donc qui ressemblerait à L'inconnu du Nord Express Ouais, ouais, de bien Hitchcock, en 5ème vitesse et non pas en 4ème vitesse de Robert Aldrich, ou La mort sonne toujours deux fois, c'est pour être que le facteur sonne toujours deux fois par exemple. Pas trop d'idées. Est-ce que vous avez un petit pronostic? Je sais pas si sur ce même thème, des titres qui calquent un peu un autre, qui décalquent un autre, je sais pas si t'as mis après. Bah, il y a deux fois, d'accord. peut-être ne dis pas, parce qu'il y en D'accord, a- il y en a un c'est après. un je te- hilarant qui existe vraiment. mais c'est- On va peut-être. Si je l'ai Mais pas mis, là, tu je me- dirais tu me- la mort sonne toujours deux fois. Je pense que c'est en 5ème vitesse. Ouais, en 5ème vitesse, il est pas très excitant, Il ça est donne pas pas- très envie d'y aller. Ouais, Alors, surtout, je pense que que du c'est- Turin Express, je vois Ouais, ça, ouais. j'y vais instantanément. Tu cliques en 5ème Voilà. vitesse, moi, J'achète mon Ok, billet. donc on a. Donc, En, ah, En voilà, 5ème tout le vitesse, monde dit quoi. en 5ème vitesse, Ouais. consensus. Est-ce qu'on s'est tous trompés? Incroyable. Et Ouais. vous êtes tous trompés, Ah là Loïc, tu vas là. pouvoir prendre ton billet pour L'inconnu du Turin Express. qui n'existe Ah pas. oui. C'est pas que le même acteur que la première affiche de Si, Italien, C'est, je pense, le prototype de l'italien dans la tête de l'intelligence artificielle. Et oui, voilà. toujours avec Alberto Mataragua. Et donc, effectivement, Donc, avec vraiment- cette idée pas mal de la tête un Oui, peu en tout à mode fait. Harry Potter. Ah, Voilà.
Alors, Donc, est-ce que là, c'est le deuxième même coup, thème, même thème. voici les Là, Dans le coin. les Cinq 100 femmes pour l'assassin. Toi, Non, tu tu l'as penses pas à mis. quoi Moi, je pensais à un film de Mario Bava qui Ah oui, s'appelle non, alors ne dis Ah, pas parce que c'est d'accord, possible. On a encore. Effectivement. La mort lui court après, la dernière maison sur la plage. Ou 5 femmes pour l'assassin, Je sachant crois que que celui-là, il existe par contre. sachant qu'un des giallo un petit peu fondateurs Ouais. du genre, c'est femmes. 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava. Bah, si à chaque film il en tue une. il y Et a- oui, ça serait il y vite. a vraiment Ouais, non, en fait, carrément, il tue les 6 à chaque fois. Et après, il dit violer les otages parce qu'il a. Eh Moi, je pense que 5 femmes pour l'assassin, je pense que Ça existe ça me dit un truc. Ouais. Ouais, je pense que ça existe aussi. L'actrice principale de 5ème vitesse a joué dans La mort à Pont de la Et oui, effectivement, bien joué, très bonne anecdote Extraordinaire. du chat. Tout est lié, c'est très juste lié par la loi de l'argent du cinéma bis. La mort lui court après. Je pense que c'est la mort lui court après. La mort lui court La après. dernière toi, maison tu sur vois. la plage. Moi je. Toi, tu votes la dernière. Ah oui, on n'a pas dit donc la mort lui court après qui ressemble un peu à La mort aux trousses. Hmm. La dernière maison sur la plage au lieu de La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Et 5 femmes pour l'assassin donc au lieu de Mais 5 justement, parce que la dernière maison sur la gauche, c'est beaucoup plus tardif. Donc Bah, c'est sûr pas tellement, que- c'est pas de 72, temps, donc, et c'est plutôt au début des années Ah 70. ouais, donc ouais, ça peut ah, être, c'est ça, c'est ça pourrait être en même temps. Hein. Et ouais, c'est possible aussi. De qui déjà de Wes Craven. Wes Craven. Ensuite, t'as fait Scream notamment. Ouais. Les Griffes de la nuit. Moi je parie sur la dernière maison. Ouais, Moi, la la dernière maison, sur la souvent, plage. On a 2 dernières Souvent, maisons. Loïc a raison et le chat aussi. Donc, mais je reste Toi, la mort le court après. Et c'est Mathieu qui l'emporte. Yes. C'est la mort, le cours Bravo. après que j'ai inventé toute pièce. Pas mal aussi le poster. T'es resté C'est sur le très courir, t'aimais bien. Ouais, c'est vrai. Très peu d'imagination finalement. Le titre c'est donc L'après lui. L'après lui, exactement. Ça fait un peu comme La mort lui court après lui. Il y a un truc un peu, La mort on court sent après. qu'il a un peu peut-être celui-là, je l'ai écrit en français, je me souviens plus. Mais... Voilà, effectivement. Donc les deux autres, 5 femmes pour l'assassin, après Ouais, 6 ça. femmes pour l'assassin, C'est bon. c'est hilarant. Et celui-là, pour le coup, alors je vais vérifier, mais il me semble que le titre original est déjà. Ouais, c'est ça, c'est déjà 5 femmes pour l'assassin D'accord, en d'accord. italien, donc le plagiat est total. On change un petit C'est peu très drôle comme quiz. Ouais. de registre. Mais pourquoi tu disais que Ferrari pourrait être que c'est un C'est italien italien. J'ai dit qu'il n'y avait pas de vrai rapport. On aurait pu On faire- passe sur une autre catégorie. Tu vois, Peugeot, Peugeot. le jeu a une marque C'est ça. pourrie. On passe tout simplement des titres un petit peu à rallonge. Bon, c'est un peu une catégorie fourre-tout. Ah oui, oui, ça je vois. Je vous laisse découvrir. En plus, Est-ce c'est que, une chambre close, donc moi seule la clé. est-ce que celui qui n'existe pas, c'est un cas parfait de stratégie criminelle? Je pense que le cas n'est pas si parfait, on a vu si on regarde le film. Ne crois pas que tu es en sécurité, il te trouvera même dans la plus haute tour. Ou ton vice est une chambre close dont moi seul est la clé. Ça, je pense que ça existe. À votre avis, lequel n'existe pas? Je pense que le dernier ça existe. Moi, je pense Parce que le jeu de mots là- sur chambre close, vice, tu vois le côté un peu Ouais, érotique, c'est- c'est un peu dense comme idée, donc je Je pense pas que moi l'aurais eu. C'est ça. C'est trop malin pour moi. Ouais. Je pense que t'as voulu lui faire croire que le deuxième existait et en fait il n'existait pas. Ne crois pas que tu es en sécurité, que tu trouveras même dans la plus haute tour. Tout le monde parle là-dessus. Ouais. Mais c'est Un cas parfait de stratégie Est-ce qu'il y a un criminelle deuxième sur jeu autour de ça ou pas? Les titres à rallonge. Ouais. T'as pas mis le film de Lina Wertmüller parce que le titre dure vraiment Ah non, j'ai pas. 20 minutes, c'est trop drôle. Peut-être que les titres italiens, mais. Non, non. Je parie sur un cas parfait de stratégie criminelle. Ok. Allez. Moi je Disruptif. suis le deuxième plutôt. Malheureusement, c'est eux qui ont raison. Ah là effectivement. là. Non. Ne crois pas que tu es en sécurité, blablabla. Et effectivement, un titre que j'ai inventé. Je vous cache pas qu'on se rapproche de la fin du quiz, il nous reste une dernière C'était catégorie, bien, c'est pour ça que je t'ai c'était arrêté tout à l'heure. Ok. On fait un petit pas de côté du giallo, parce que normalement pour l'instant Ok. tous c'était des giallo. Excellent. Pour se recentrer, on va pas très loin, sur western. Mario Bava. Mario Bava. Ah oui, oui. Donc cinéaste D'accord. notamment connu pour des giallo, donc 6 femmes pour l'assassin, Super, La fille qui super. en savait trop, qui déjà Mm. ressemble à un film d'Hitchcock mais était un peu trop connu pour être dans le quiz. Tout simplement, 3 films de Mario Bava, ou plutôt 2, et le troisième, je l'ai inventé. D'accord. On s'approche d'un autre sous-genre de l'époque qui est la parodie d'espionnage. Ouais, c'est vrai. Très spécifique. C'est parti. Lequel de Danger ces diabolique, films n'existe pas? Est-ce que c'est, alors je sais pas si c'est Danger diabolique ou Danger diabolique, L'espion qui venait du surgelé ou Bon baiser de l'Orient Express? Je connais celui-là. Ça, je me dis C'est du surgelé Hein je Non, suis je sûr. sais Ah, oui, oui. ceux qui existent et ceux qui existent pas. Donc c'est la dernière, je vous laisse pronostiquer un petit peu le chat et Loïc. À votre avis, lequel de ces films n'existe pas? Danger diabolique, point d'exclamation. L'espion qui venait du surgelé ou Bon baiser de l'Orient Express, qui fait un peu Bon baiser nous aussi. L'espion qui venait du surgelé, je sais pas à quoi ça pourrait Je crois que c'est ressembler. l'espion qui venait du froid. Oui, c'est ça. Mais C'est c'est un un- James Bond. Mais c'est pas un James Bond ça, l'espion qui venait du froid. Je sais pas. Il y a l'espion qui venait, C'est un mais- film d'espionnage des années. Non, mais ça existe, C'est possible. l'espion qui venait du froid. On a un pareil sur Danger Danger diabolique. diabolique. Mais le Clément, un peu rigolant, qui veut faire une affiche rigolote, aurait pas fait l'affiche de Danger diabolique. Il aurait voulu faire l'affiche de l'espion qui venait du surgelé. Allez.
Toi, tu paries sur Je l'espion mets qui mon est argent. surgelé. Donc, on a un danger diabolique, un espion. Est-ce que quelqu'un d'autre dans le chat veut parier? Julie, est-ce que tu as une. Risqué. Je sais pas si Microciné est encore là. Est-ce que vous avez des guesses? L'espion qui vient de L'espion, surgelé. l'espion. 2 pour l'espion, 1 pour danger Allez, diabolique. l'espion. Allez, l'espion, je suis là. Je vais vous donner la réponse. Ouais. Mathieu, tu la Ouais. connais. C'était le dernier que j'ai inventé. l'espion qui de vient de Laurent surgeler est un film de Mario Bava. Et oui, Mario Ah, c'est Bava bien. a bel et bien fait ses films aussi. Carrière éclectique. Et donc Danger diabolique, pour la petite anecdote, c'est adapté d'une bande dessinée extrêmement populaire en Italie, un film qui est fait dans les années 60, je crois 68, je sais pas si on en a plusieurs, mais... Et en fait, le cinéma italien très contemporain a fait des remakes de ces films. Il y a une nouvelle saga des Diaboliques, c'est un personnage, je connais pas très bien, mais je sais pas, d'homme Le film en s'appelle latex, Diabolique, je crois, Diabolique. en anglais. avec le casting de En italien, tous les acteurs les plus en vogue du moment, et c'est un mythe vraiment dans la culture italienne du XXe siècle. Ce fameux Diabolique. Le Diabolique, ouais. Voilà, qui aura trompé le chat. Il reste... Ah non, ah oui, c'est à chaque fois. Je veux dire que Morricone a fait la musique de Danger Diabolique. Comment c'est possible? C'est de bonne facture? Je sais pas qui l'a dit. Non, j'ai pas vu. Je connais pas. Film de 68, Mais il faut le souvent, dire c'est un peut-être peu pour, pardon. Oui, C'est un peu du toc, les films de Mario Bava des années 60, comme ça. ouais. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, en fait, c'est un petit peu. Il y a une sorte de grand brassage entre grands films et films vraiment faits uniquement pour des raisons pécuniaires, cinéastes qui voguent un petit peu entre les deux, qui s'échangent des idées, etc. Il n'y a pas du tout, en fait, un petit peu de frontière entre, on va dire, cinéma plus noble et cinéma d'exploitation, tout est très mélangé. Et donc même au sein des filmographies des cinéastes, Bava a fait et des chefs-d'œuvre et des films d'ailleurs très très influents, notamment pour le giallo, donc La fille qui en savait trop et 6 femmes pour l'assassin, et des films beaucoup moins bons. Moi, les derniers Bava, comment il s'appelle, en Chien enragé peut-être, je crois qu'il était ressorti, comment il s'appelle, Chien enragé, ouais. Chien enragé, c'est Kenny Arnett. excellent. Il a fait un film aussi qui s'appelle L'écologie du crime, également connu comme Réaction en chaîne, très très bon film. T'as vu ça? Je sais pas même pas. Pour ceux qui ont envie de regarder la vidéo d'analyse de Toré sur YouTube, Jean-Baptiste Toré fait une très bonne lecture, une très bonne interprétation et commentaire après la séance de Réaction en chaîne, l'écologie du crime, qui s'appelle comment en italien, je sais plus. Ah non, c'est plutôt La baie sanglante. Ouais, c'est ça, mais c'est tous les titres. C'est le même film, d'accord, La baie sanglante. La baie sanglante, exactement, c'est ça le titre français le plus connu. On peut aussi peut-être faire un peu notre promo, mais une des premières vidéos de la chaîne est sur 6 femmes pour l'assassin et un petit peu comment est-ce que ce film-là a posé les jalons du giallo. Vous la trouvez sur YouTube en tapant le film dont vous êtes l'assassin, mais je vous mettrai une petite fiche quelque part pour les gens qui regardent le replay. Voilà, c'était le quiz. C'était excellent, excellent. très, très bonne Franchement, idée, tu m'avais hype depuis longtemps, tu m'avais bien vendu. C'était Je trouvais que à la hauteur. le concept était marrant. Et voilà, tout simplement. Est-ce qu'on conseille un giallo, peut-être un giallo, oui, bah, tu veux dire, au-delà du faire le tri, Dario c'est vrai que Argento, le plus... Dario Argento est le plus connu, en particulier peut-être Les frissons d'angoisse profonde de Rosso et peut-être son grand chef-d'œuvre. Moi, un film de Tonino Valeri, qui est connu pour avoir fait Mon nom et personne et avoir été l'un des assistants réalisateurs de Sergio Leone, a fait un giallo méconnu que j'ai découvert à Bologne il y a quelques années, qui s'appelle Mon cher assassin, avec une très belle musique aussi d'Ennio Morricone, très bon film. Mais le giallo, c'est un genre que je connais mal, mais qui a fait vraiment des perles. Toi, t'as vu La fille qui en savait trop de La fille qui en Bava? savait trop, c'est des films très intéressants parce que, un petit peu, pour faire très vite, mais un petit peu à cheval entre une sorte un peu de beauté classique, c'est très bien éclairé, très, très joli, et on sent qu'il y a un truc un peu sordide qui commence à poindre un peu dans le fond du film, comme ça. C'est des films assez, pas totalement accomplis, mais très intéressants, quoi, un petit peu en transition. Mais oui, 6 femmes pour l'assassin, c'est très bien, et sinon Argento. Argento, bien sûr. Puis aller voir du côté aussi de Lucio Fulci. J'allais dire, Lucio Fulci a fait beaucoup. C'est qui a fait, tu t'es renseigné pour la Tarentule au ventre noir ou Folie pour le bélier ou Journée pour le bélier? Journée noire pour un bélier. Journée noire pour un bélier. Je crois que c'est. Alors, Journée noire, c'est Luigi Bazzoni. Oui, c'est ça. Et la Tarentule, c'est Paolo Cavara. Je sais pas s'il y a des films de Fulci. Il y a alors Charouche dans un labyrinthe de verre, c'est Umberto Lenzi. Ah oui, qui fait vraiment tout et n'importe quoi. Aussi, souvent. Mais je crois qu'il n'y a pas de. D'ailleurs, c'est Bava qui a fait aussi Une hache pour la lune de miel. D'accord. Tout ça va. Mais il n'y a pas de Fulci, je crois, dans le quiz. Mais effectivement, Fulci, qui est aussi connu pour ses films de zombies, a fait aussi pas mal de giallo. Dans le Murray vivant. Exactement, c'est ça. Du coup, la semaine prochaine, c'est quoi? C'est quoi les films de la semaine prochaine? Alors peut-être le chat va nous décider si vous va nous aider parce que alors il y a un film dont on sait qu'on va parler qui est le film de December, Julianne Moore qui était à Cannes aussi l'an dernier. Et pour l'autre film, on hésite un petit peu. On a vu qu'il y avait
Godzilla Minus One qui ressortait en salle. Il y a un film québécois qui fait un peu parler de lui qui s'appelle Les Chambres Rouges. Et il y avait une autre possibilité. Ah oui, le film américain de Catch qui s'appelle The Iron Claw, notamment avec Zac Efron. Voilà, c'est parmi les. Avec Holt de Manhunter. Exactement. D'accord. Comment il s'appelle Holt McCallany, un truc comme ça. C'est pas ça son nom. J'ai un petit doute. Mais effectivement, voilà, nous sommes probablement entre ces films ciné. Je sais pas si le chat a des films à nous conseiller. Sinon, vous pouvez le faire même après la fin de live. Et puis, sinon, voilà, tous les mercredis, toujours un petit reel Insta / short YouTube en fonction de votre plateforme. Et toujours, n'oubliez pas de noter dans vos agendas électroniques et digitaux prochaine séance du Ciné Club le 21 février, donc c'est dans un mois, si je ne m'abuse. Le Cercle Rouge, de Jean-Pierre Melville. Excellent film. Venez Voilà, tous, donc, venez profiter de ce chef-d'œuvre. On vous espère nombreux si vous voulez découvrir ce film, et puis sinon on se dit, eh bien, à dans une semaine, merci de votre participation. Merci pour la soirée et à bientôt. Salut. Bye bye. Bonne semaine.